Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Benjamin Pichot. Benjamin est avocat au barreau de Paris depuis 2003, barreau qu'il a intégré après avoir fait un doctorat et avoir passé plusieurs années à se dédier à l'enseignement à l'université. Et après quelques collaborations, il a décidé de s'installer tout seul. Et aujourd'hui, il a une activité assez particulière puisque, outre le droit des affaires et le droit de la santé, et notamment le droit pharmaceutique pour des industriels du secteur de la santé, il a développé une activité en matière de droit des personnes vulnérables, et notamment de droit des personnes vulnérables dans des situations médicales particulières. Donc, je vous laisse découvrir dans l'interview. Moi, c'est un échange qui m'a beaucoup touchée pour plusieurs raisons, et je reviendrai dessus dans la newsletter que j'enverrai demain ou ce week-end. Je ne sais pas trop quand est-ce que je l'écrirai et donc quand est-ce que je l'enverrai, mais en tout cas que vous recevrez d'ici dimanche soir, 4 avril 2021. Quand bien même d'ailleurs vous écoutez ce podcast bien après, sachez que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Fleur d'Avocat. J'y partage des réflexions plus approfondies issues de mes échanges avec mes invités, bien évidemment, et puis j'y partage aussi des réflexions plus personnelles liées à mon parcours et à ma vie d'entrepreneuse avec Fleur d'Avocat. Pour en revenir à Benjamin, il m'a été recommandé avec enthousiasme par une de ses anciennes étudiantes de la clinique qu'il a cofondée, en l'occurrence Maëlie Burnichon, qui est une fidèle auditrice du podcast et que je remercie à cette occasion. Et je remercie aussi d'ailleurs Maillodon CC pour son avis sur Apple Podcasts, iTunes, qui contribue à la notoriété du podcast. Merci beaucoup. Pour ajouter aux échanges que j'ai directement avec vous, chers auditeurs, et que vous avez directement avec les invités du podcast, puisque je sais que certains d'entre vous contactent les invités et échangent avec eux, j'ai créé un groupe WhatsApp pour que vous puissiez échanger entre vous, auditeurs. Et d'ailleurs, il y a aussi des invités du podcast dans le groupe, et si vous souhaitez le rejoindre, vous êtes les grands bienvenus. Il vous suffit d'envoyer un email à l'adresse whatsapp@fleurdavocat.fr. Vous avez les coordonnées en note de l'épisode et vous recevrez un email automatique avec dedans un lien pour rejoindre le groupe. Je vous souhaite une excellente écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Benjamin Pichot. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Raconte-moi, Benjamin, comment et pourquoi tu es devenu avocat ? Alors comment, d'une manière assez finalement peu classique d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que je me suis intéressé au métier quand j'étais étudiant en droit. J'ai assez vite senti l'intérêt de la défense, de la curiosité intellectuelle, d'aller plaider, alors que j'étais dans une fac qui était une fac de province. J'étais étudiant à Bordeaux. Et assez paradoxalement, assez logiquement dans cette fac, là, il y avait une sorte de mythe, d'aura ou de prédestination pour beaucoup d'entre nous à aller passer l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Et si j'ai bien sûr le plus grand respect pour le métier de magistrat, c'est pas un métier qui m'intéressait, qui me semblait en fait, empreint de beaucoup de contraintes. Donc je me suis intéressé au métier d'avocat, je me destinais au métier d'avocat. Les hasards de la vie ont fait au cours de mes études que j'ai envisagé de présenter une thèse. Donc Attends, il faut qu'on parle déjà. Pourquoi je t'interromps parce que sinon je sens que tu vas me faire toute l'interview en 10 minutes là. Non, pas du tout. Déjà, pourquoi le droit ? Pourquoi le droit ? Parce que je viens d'une famille de scientifiques qui étaient très intéressés par les sciences. Tous mes frères et sœurs ont fait des études scientifiques, des prépas et autres. Et assez vite, moi, je ne me suis pas reconnu dans cet esprit scientifique. J'ai eu assez précocement un vrai intérêt pour les matières littéraires, avec, il est vrai, un réel décrochage pour les matières scientifiques qui ont fait que le droit correspondait un peu à ce que je voulais faire, sur l'aspect à la fois littéraire, curiosité. Et puis ça a été un peu une révélation quand j'ai commencé à faire du droit, parce que l'aspect là aussi recherche, au contraire du lycée qui finalement est très encadré. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai tout de suite aimé à la fac, c'est non, bien sûr pas seulement l'absence d'encadrement, mais c'est la possibilité de découvrir un champ entier de savoir dans lequel, à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a quelque chose d'autre derrière et on peut continuer à l'infini. Donc c'est ça qui m'avait fasciné au début. Ouais,
Et du coup, tu dis que par une série de hasards, tu as parlé d'une série de hasards qui t'ont amené donc non pas à aller vers à ne pas aller vers la magistrature, à aller vers l'avocature, mais à poursuivre dans l'université. Je voudrais qu'on revienne sur cette série de hasards. Disons que j'ai le contrepartie de l'aspect recherche, effectivement, que j'ai découvert assez pas précocement, mais assez vite, c'était aussi le fait d'être enfermé dans des raisonnements qui étaient strictement juridiques et que je trouvais finalement assez, non pas limités, mais assez univoque, c'est-à-dire qu'on cherchait toujours la même chose de la même manière, donc vraiment complètement en dilettante. Je m'étais inscrit par exemple en histoire en même temps que j'étais étudiant en droit. J'ai pas validé les examens, donc c'est vraiment en dilettante. Juste avant de partir en Erasmus, je comptais effectivement faire un double diplôme. Et puis j'ai toujours eu un peu, comme tout le monde, j'imagine, à la fac, des curiosités à droite et à gauche. Et au moment où j'ai fini mes études, après un master 2, un DJCE à Montpellier, s'est posé la question effectivement de savoir si je continuais à l'université, puisqu'il y avait vraiment une sorte de motivation là-bas pour effectivement faire l'université, ou si je passais ma vie directement en tant qu'avocat. Et puis voilà, j'ai tenté le coup pour faire une thèse qui a été un peu une thèse express, mais ça s'est bien passé, qui m'a permis d'avoir l'équivalence et tout, et de m'inscrire à l'université. C'était quoi cette série d'autres champs auxquels tu t'intéressais en parallèle du droit? Donc tu as parlé de l'histoire. J'ai parlé de l'histoire, même si c'est vraiment complètement dilettante, c'est un mais hobby. C'est pas grave. J'étais un très mauvais étudiant en fait, j'allais très peu en cours, donc je passais ma vie en fait à lire des livres d'histoire, à lire des livres sur la syriologie, des choses comme ça. J'avais une sorte La syriologie. La syriologie, ouais, sur les écritures anciennes, la philologie, ce genre de choses, un peu d'études religieuses, ce qui m'a poursuivi aussi, puisque là aussi j'avais étudié un peu après, quand j'avais 30 ans, j'ai repris des études un peu. Pour suivre des diplômes effectivement d'études religieuses. Je trouvais ça intéressant. Donc voilà, c'était tout ce qui est périphérique au droit qui m'intéressait et qui grâce au temps libre qu'on avait à l'université, finalement me permettait de poursuivre un peu cette passion, encore une fois, d'une manière complètement dilettante, sans aucune rigueur autre que les lectures sur lesquelles on peut tomber ici et là. Peu importe, c'est déjà, c'est déjà quelque chose que de se dire que de manière dilettante on s'intéresse à la sériologie, tu vois. C'est pas de manière dilettante j'ai regardé Emily in Paris, tu vois, sans offense pour Emily in Paris, mais j'ai aussi regardé Emily in Paris d'une manière alors vraiment super dilettante. Je dirais pas que c'est ma série préférée, mais bon. Et donc DJCE, donc plutôt droit des affaires. Plutôt droit des affaires, plutôt international. J'ai fait un Erasmus à Londres, j'ai adoré cette ville. Ensuite, j'ai fait un master à l'ESSEC et puis un DJCE. À la fin du master à l'ESSEC... et tu vois, c'était quoi ta projection à ce stade-là? Pour moi, c'était évident que je ferais des FUSAC dans des cabinets d'affaires. Okay. C'était clair. Pourquoi je me destinais à ça. Parce qu'il y avait un aspect qui m'intéressait, un aspect international, un aspect aussi probablement financier, parce qu'il y avait un aspect avocat d'affaires. Je trouvais que c'était un peu... je fantasmais un peu le métier, je trouvais ça prestigieux, je trouvais ça intéressant. Les stages que j'avais fait... j'avais eu de la chance de faire des stages d'ailleurs dans lesquels on me donnait énormément de responsabilités. Je me rappelle, alors il y avait aussi réciproquement beaucoup de travail, mais je me rappelle être tombé sur un de mes premiers stages sur une avocate que j'adore qui s'appelle Sylvie Camus, qui est devenue une amie et qui tout de suite m'avait fait confiance comme si j'étais un collaborateur en me disant voilà, on a un deal, on doit faire une consultation lundi au client, c'est toi qui vas faire toute la partie fiscale. Bon, ok. L'aspect moins sympa, c'est que j'y avais passé le week-end, que je ne connaissais absolument rien au droit fiscal, mais je trouvais ça génial. Donc tout cet univers m'intéressait assez. Comment tu l'avais trouvé ce stage ? Candidature spontanée, vraiment. Candidature spontanée. Ouais, tout à fait. J'avais envoyé 50 candidatures. C'était aucun relationnel, aucun piston. Je me rappellerai d'ailleurs toujours de cet entretien. C'était très drôle. J'étais en DJCE à l'époque et Sylvie sortait elle-même du DJCE de Montpellier. Donc on avait passé l'entretien justement sur ce DJCE. Elle me demandait des nouvelles de tous mes profs. Et puis moi je me disais mais c'est pas possible, on a fait 1 heure d'entretien, on n'a absolument pas parlé de ma candidature, de qui j'étais, des trucs basiques. Et au bout d'un moment je lui ai dit bon bah voilà, mais on peut faire le tour des profs, mais je peux aussi vous dire pourquoi j'ai envie de travailler dans le cabinet. Elle m'a tout de suite interrompu, elle m'a dit non mais c'est moi qui mène l'entretien, si je veux vous poser des questions là-dessus, je vous poserai des questions là-dessus. J'étais hyper mal et effectivement elle recrutait en priorité des Montpelliérains qui venaient du DJCE, donc elle m'a recruté ensuite. Voilà. Et d'autres stages ? D'autres stages, oui.
oui, des stages surtout alimentaires, pour être honnête, qui me permettaient de financer des voyages ici à droite et à gauche. J'ai passé par exemple un mois sur les Champs-Élysées à postmarquer des chèques dans une banque. Alors c'est un travail qui d'ailleurs je pense a disparu. Tu reçois des liasses de chèques de 50 ou 100 chèques, tu dois marquer le montant sur une petite machine. Une fois que tu as marqué le montant sur une petite machine, tu fais le total et tu dois vérifier que ça correspond à la pré-saisie qui avait été faite. Donc voilà, tu as tous les chèques qui arrivaient sur les Champs-Élysées, des chèques de célébrités à l'époque. J'avais vu passer des chèques de vétérinaires pour l'équivalent de 200 000 francs. Enfin, c'était en francs d'ailleurs à l'époque, c'est pas l'équivalent, 200 000 francs par exemple de vétérinaires, de superstars. Je me disais, bon, ok, pourquoi pas. Et là aussi, le stage s'est fini d'une manière assez amusante, c'est-à-dire que le dernier jour, ils avaient reçu un chèque, ce qui était une somme assez conséquente à l'époque, de 36 millions de francs. Donc il fallait très vite, avant la fermeture de l'autre banque, aller déposer le chèque à l'Opéra de 36 millions de francs pour être sûr que notre banque ne garde pas le chèque, parce qu'après, évidemment, ils payaient des intérêts sur les dépôts ou que sais-je encore. Donc le dernier jour du stage, à 5 heures moins le quart, je crois, ils m'ont envoyé en urgence sur mon vélo des Champs-Élysées à l'Opéra pour déposer 36 millions de francs. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Je me suis dit, ils ont vraiment confiance parce que, voilà, tu as à peine 20 ans, un chèque de 36 millions de francs dans les poches. Que peut-il se passer? Voilà. Et donc tu dis, tu te projetais très cabinet d'affaires Fusac, grosse structure, d'où le DJCE, ESSEC, un peu le parcours d'excellence au droit des affaires, quoi. Oh, je sais pas si c'était le parcours d'excellence. Moi, j'ai toujours eu le sentiment de venir encore une fois, de ma petite fac de Bordeaux, d'essayer de voir, j'ai personne dans ma famille qui était avocat, qui faisait du droit. On s'est complètement étranger à notre culture familiale. J'essayais tout simplement de repérer un peu ce qui se faisait à droite et à gauche, ce qui paraissait intéressant, et c'est comme ça que j'en suis venu à faire ça, ouais. Mmh. Et donc mais une pardon, thèse... juste pour Oui. compléter, c'est assez classique, hein. Pour ma génération, quand tu demandais aux étudiants de première année ce qu'ils voulaient faire dans la vie, c'est vraiment hyper sexiste ce que je vais dire, j'en ai conscience, mais t'as 90% des hommes qui disaient moi je veux être avocat d'affaires internationales, et t'as 90% des femmes qui disaient moi je veux être juge des enfants. À Bordeaux, c'était vraiment comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment rien de plus classique dans ce parcours. Non, mais c'est pas pour dénoter le caractère typique ou atypique, mais c'est pour placer ton évolution dans un contexte de départ, tu vois, c'est plus ça. Et donc tu fais une thèse, tu as parlé d'une thèse express. Ouais, tout à fait, parce que je voulais pas passer ma vie en thèse. Alors j'ai fait une thèse un peu effectivement en m'y consacrant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, À quel sujet? Sur le statut juridique du patient. Voilà, donc un sujet très droit de la santé. Côté psychanalytique, mon père étant médecin, ça m'intéressait. Et puis, non, très sérieusement, c'était aussi l'époque au cours de laquelle la Cour de cassation était en train de se servir, entre guillemets, du contrat de soins pour redéfinir les obligations essentielles du contrat. Donc, il y avait un côté droit fondamental qui n'était pas du tout inintéressant. Et puis, en revanche, je me voyais pas 10 ans en thèse. Je voyais mes copains qui étaient eux-mêmes doctorants, qui passaient leur vie... pas de critique, mais qui passaient un peu leur vie à la machine à café, qui revenaient toujours hyper débordés en TD en disant j'ai pas le temps. Et moi, je me voyais vraiment pas sortir sur le marché du travail à 30 ans, 31 ans, en me disant j'ai fait une thèse qui est tentaculaire. Donc je faisais plus par respect de la recherche, par attirance aussi pour toute cette culture du livre, hein, qu'on a tous d'une manière ou d'une autre en étant quelque part un peu littéraire, mais en même temps pas avec un plan de carrière. Et après un certain temps, quand j'ai présenté mes premiers travaux à mon directeur de thèse, il m'a dit écoutez, ok, c'est pas mal. Maintenant, si vous donnez un peu plus de temps, vous pourriez chercher un poste de maître de conférence, vous pourriez éventuellement être publié. Alors là, évidemment, la piqûre égotique a fonctionné à plein. Donc, j'ai passé un peu plus de temps. J'ai eu la chance de soutenir. J'ai eu la chance, effectivement, d'avoir un poste tout de suite dans une université de banlieue parisienne, à Paris 8 Saint-Denis, ce qui a beaucoup marqué mon parcours, et d'être publié. Donc, voilà. Donc, j'ai retardé, j'ai prêté serment immédiatement, comme on le faisait à l'époque. On passait pas puisque c'était mon objectif initial. Donc, on passait pas par l'école. Donc, j'ai prêté serment. Je me suis fait immédiatement au maître. Pendant, je sais plus, 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Et puis... Et t'as enseigné. Et j'ai enseigné. Et ensuite t'es revenu. Effectivement, et puis après je me suis dit, non mais en fait c'est sympa d'enseigner, c'est très bien, mais moi le mauvais deal du départ s'est prolongé
prolongé de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je ne me projetais pas sur une carrière universitaire en essayant de tout faire avec la grecque, à passer sa vie dans un exercice qui à l'époque était un peu solitaire, en bibliothèque pour faire des recherches. Ça m'avait amusé de le faire, mais je voulais autre chose, je voulais que ça aille un peu vite, je voulais trouver effectivement une activité, à être un peu dans le cœur du comment dire, du contentieux en fait, hein, tout simplement, dans ce qui se fait, d'aller défendre des points de vue, des clients évidemment, et donc j'ai repris la robe, je me suis réinscrit. Donc assez tardivement. En fait, je suis, pour résumer cette première demi-heure d'entretien, je suis plutôt venu au métier d'avocat par l'université. Voilà. Ouais. Mais tu dis que tu as fait cette thèse pour avoir pour la passerelle, un mélange de bien évidemment d'intérêt pour la recherche, la culture du livre, etc. Cette envie de creuser, l'aspect on ouvre des portes, il y a toujours d'autres portes à ouvrir et c'est formidable, mais aussi assez consciemment pour échapper à l'aspect examen d'entrée, l'école d'avocat et tout. Oui, ça en faisait partie. C'était un double. C'était un double avantage. C'est-à-dire que là, effectivement, ça me paraissait intéressant de pouvoir. Enfin, comment dire, ce qui m'intéressait en fait dans le fait qu'elle soit express, c'était effectivement de pouvoir valider ça et de ne pas retarder éventuellement mon arrivée au barreau si je confirmais mon intérêt pour le barreau, et si effectivement je ne confirmais pas au contraire mon intérêt pour l'université. Donc c'était pour ça, je me disais, si jamais effectivement je m'enferme dans une thèse qui fait 5 ans, 7 ans comme certains de mes copains, je suis arrivé à 32 ans, 35 ans sur le marché du travail au barreau, ça va être un peu compliqué de trouver une collaboration. Donc oui. Et donc une thèse express, c'est quoi, c'est 3 ans? Alors moi je l'ai faite en 2 ans et demi. Ouais. Ah ouais, vraiment express. Oui, mais c'est pas. Enfin, oui, mais elle a les défauts de cette thèse. Non, mais elle a les défauts. Elle a, comme tout travail, hein, j'en suis fier évidemment. Elle a des qualités, elle a les défauts. Il y a des parties qui vont très vite, des choses que sur lesquelles j'aurais pu m'attarder, faire un peu plus de recherche, synthétiser. Voilà. Mais bon, la difficulté aussi de cet exercice, c'est de pouvoir mettre un point final à un moment. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être l'œuvre d'une vie, on peut y passer 40 ans, il y a toujours des choses à rajouter. En plus, plus ça dure, plus il faut réactualiser certaines choses parce que l'état du droit évolue, j'imagine. Enfin bon. Ouais. Et alors tu dis que tu as eu cette piqûre d'ego qui t'a encouragé à poursuivre un petit peu dans cette voie et qui fait que tu as enseigné pendant 8 ans. Mais au-delà de ça, t'en as, même sur ton sujet, en fait, t'en as retiré quoi à titre personnel sur ce travail autour du statut juridique du patient? Alors, j'enseigne encore, hein, je suis encore maître de conf, je cumule les deux avec le métier d'avocat. Pour moi, la thèse, c'est vraiment un travail initiatique. Ça m'a vraiment fait progresser d'une manière absolument incroyable sur la compétence rédactionnelle, sur la rigueur scientifique, sur la capacité à organiser ses idées, à présenter aussi des idées, pas en termes d'éloquence, parce que ça n'est pas la même chose qu'une éloquence judiciaire, mais sur le fait de pouvoir arriver devant un amphi et d'exposer sans crainte. Sachant que quoi qu'il arrive, on arrivera à organiser ses idées d'une manière assez claire, compréhensible. Je trouve que c'est extraordinaire. Sur soi-même aussi, c'est-à-dire de se remettre au travail quand tu n'as vraiment pas envie de travailler, quand tu ne poursuis qu'un seul objectif, c'est-à-dire mettre un point final à un travail pendant toutes ces années, quel que soit le nombre des années, c'est-à-dire que tu ne fais que ça et tu es d'une certaine manière dans ta bulle, donc dans la difficulté aussi de communiquer avec les autres, parce que c'est le film, hein, les chevaliers autour de l'an 1000 du lac de Paladru. Finalement, on est sur un sujet qui nous passionne, mais qui ne passionne que nous, hein. Donc c'est un peu difficile de communiquer avec le reste des êtres humains. Donc, il faut savoir se rappeler ça, et puis vraiment aussi pour la capacité de travail, simplement moi j'ai fini ma thèse en ne dormant pas pendant des semaines quasiment, hein. C'est-à-dire que je me souvenais des heures auxquelles la boulangerie ouvrait, le postier passait dans la nuit autour de chez moi, parce que pendant des nuits, des jours, tu t'apprends à faire des micro-siestes au milieu, entre deux cours, entre deux TD, et puis le reste du temps, tu rédiges face à ton ordi, non-stop, la fin de la thèse. Quand tu as écrit au kilomètre, comme j'avais fait justement sur une distance réduite, ça implique un travail. J'avais passé des semaines à remettre des espaces après des points, à aligner des paragraphes, des trucs vraiment absolument pas gratifiants. Mais voilà, toutes les nuits, tu fais ça. Donc oui, c'est pas que tu peux te faire souffrir, mais c'est que oui, ça t'apprend beaucoup sur le fait d'aller jusqu'au bout du truc, quoi. Et ces 8 années de maître de conf alors,
tu dis qu'elles ont beaucoup marqué ensuite, notamment le fait que ça se déroule à l'université Paris 8, tu dis que ça a beaucoup marqué ton parcours. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le fait d'être maître de conf, dans cet exercice à temps plein de maître de conf? Alors, ce qui m'a marqué, ce sont mes étudiants en réalité, c'est pas le métier. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment une rencontre absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, si je me retrouve face à toi aujourd'hui, je pense que c'est clairement pas pour mon activité d'avocat, c'est plus probablement parce que tu as entendu parler de moi par l'ordre ou par d'autres choses. C'est Maïli Burnichon qui t'a recommandé. Je pense que c'est une de tes élèves. Je sais pas si c'est une de tes élèves de Paris 8 ou si c'est une de tes élèves de la clinique, mais qui est Paris 8 aussi, donc tu vois. Voilà, bon, dans tous les cas, c'est une de tes élèves. Exactement, donc c'est d'autant plus touchant. Non, pour moi, c'est une rencontre extraordinaire de voir ces élèves à Paris 8, une zone qui est un peu décriée, effectivement, quand moi je viens d'une famille de bourgeoisie moyenne de province, fils de médecin, qui a donc étudié à Paris, Londres, Bordeaux, Londres, Paris et Montpellier. On arrive à Saint-Denis, c'est plus tout à fait le même cadre. La fac de droit de Montpellier, c'est un peu Hélène et les garçons. Hein. La première fois que j'y suis allé, je me suis dit ah oui, c'est quand même très étrange avec ce petit cloître. Et tu arrives à Saint-Denis, c'est plus du tout la même ambiance, ce sont plus du tout les mêmes personnes. Donc j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort pour ces étudiants qui sont extrêmement motivés, très intelligents, qui n'ont pas toujours les facilités que d'autres étudiants peuvent avoir. J'ai beaucoup aimé m'investir dans cette université au regard, encore une fois, de cette énergie, au regard du territoire autour de Saint-Denis, qui est quand même très particulier. Donc tout ça m'a conduit un peu, pour être un peu rapide, à essayer de vouloir transposer mon métier d'avocat, qui était celui que j'avais très senté à faire, dans ma pratique de maître de conf. Alors parfois maladroitement, j'avais fait certaines expérimentations qui consistaient par exemple à faire de mes cours d'amphi des super TD, un peu comme j'avais vu aux États-Unis quand j'étais allé visiter des amis, j'étais allé voir des cours à Yale ou ailleurs. Je vois comment ils travaillaient, j'avais mon expérience anglaise, donc je disais à mes étudiants bon bah voilà, on va pas faire cours, vous révisez tel point, et puis on va approfondir ensemble, un peu effectivement comme sont les enseignements aux États-Unis. Ça, échec complet, Ouais. ça a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne saurais pas dire, je saurais pas dire pourquoi. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est assez facile au contraire à dire. C'est-à-dire que les étudiants qui faisaient les recherches s'ennuyaient un peu, puisqu'on n'avait pas le temps d'approfondir réellement, et ça faisait un peu double emploi avec les TD. Et ceux qui étaient perdus, qui avaient besoin d'être un peu tenus par la main, étaient justement perdus, parce qu'ils avaient l'impression de ne pas avoir de cours structurés, qu'il n'y avait pas de fil de conduite dans ce cours, qu'ils n'avaient pas tout simplement un cours très scolaire, dans lequel on leur disait grand 1, la création de la personnalité juridique, grand 2, l'annulation de la société, que sais-je encore. Donc j'avais du mal à trouver le ton. Jusqu'au moment où effectivement je me suis dit bah voilà, il y a un truc qui existe à l'étranger, ça s'appelle des cliniques juridiques. Il y a une université dans laquelle cette clinique doit exister. Pour moi, c'était Paris 8. Et donc, j'ai essayé effectivement de créer cette clinique à Paris 8. C'est ça qui a vraiment renouvelé pour moi les rapports de mon métier de maître de conf, les rapports que j'avais avec les étudiants, mon métier d'avocat et tout le reste. Ça, c'est parce que donc, déjà, tu étais avocat, donc c'est déjà plus avancé dans ton parcours. Mais tu dis que quand tu es arrivé à Paris 8, ça a été la découverte, surtout d'un territoire et d'une population, et que t'as poussé cette découverte-là. Ça s'est manifesté comment? De milliers de manières qui sont personnelles, qui sont organisationnelles. La fac de droit à Montpellier, c'est une fac très protégée, dans laquelle tous les profs se connaissent. Quand on est chargé de TD, on est un peu le poulain de certains profs, donc on est certes observé tout ce qu'on veut sur la qualité de son travail, ce qui est tout à fait normal, mais on est très protégé. Dans la fac de droit, il n'y a que la fac de droit, elle est en centre-ville, il n'y a pas une immense structure autour. On arrive à Paris 8, c'est le terminus de la ligne 13, c'est Saint-Denis, c'est une fac assez petite par rapport aux autres UFR, puisqu'il n'y a plus de fac, mais par rapport aux autres UFR, elle est quand même relativement modeste. Il y a une fac de psycho, de sociaux, d'art, de danse, de cinéma. Donc c'est plus du tout la même façon d'exercer le métier. Pas de bureau,
des salles d'amphi qui sont immenses, avec des moyens financiers assez limités parce que la fac est assez délabrée, une fac très très politisée, ce qui ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Le fait de ne pas faire grève, par exemple, est aussi un marqueur politique quand il y a des appels étudiants. Mais une fac qui était à l'époque constamment, non pas constamment en grève, mais d'une manière récurrente en grève, que ce soit une semaine, un mois, 2 mois, avec parfois des grèves qui sont un peu dures, donc l'ambiance est fondamentalement différente. Pas de réunion des équipes enseignantes comme on pouvait les avoir plus souvent à Montpellier, parce que tout le monde exerce effectivement d'une manière habituelle à l'université. Là, on a des profs qui habitent en province, qui viennent, qui font leurs cours, qu'on croise à peine dans les couloirs. Je me rappelle avoir appris le nom de certains de mes collègues 3 ans ou 4 ans après avoir été recruté. Et certains, dont certains que j'ai découverts lorsque j'ai appris qu'ils quittaient l'université, par exemple. Donc c'est plus du tout la même chose. Et toi, du coup, comment est-ce que tu as adapté ton exercice comme maître de conférence dans ces conditions, sachant que tu venais d'une autre culture universitaire? Tu as parlé d'expérimentation tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vois, ça t'a fait quoi, ce changement de culture complètement différent, et comment tu t'es adapté? C'est très motivant. Alors déjà, ce qui est assez intéressant, c'est quand on est jeune enseignant, on est jeune enseignant. C'est-à-dire qu'à 2 ans près, j'avais l'âge de mes étudiants. Donc c'est un peu le syndrome attrape-moi si tu peux, où à un moment il rentre dans la salle et il se dit il n'est pas légitime, sans poser la question de légitimité. Voilà, il y a un jeu de dupes d'une certaine manière, où vous êtes d'un côté, on est d'un côté sur l'estrade, alors qu'on pourrait très bien être de l'autre côté, ce serait exactement la même chose. Donc déjà, en ayant pris conscience de ça, on essaye d'avoir non pas un rapport plus personnel et plus proche avec ses étudiants, mais on essaye effectivement de savoir quels sont les besoins, comment s'adapter effectivement à l'enseignement. On a aussi beaucoup d'étrangers à Paris 8, donc pas de personnes d'origine étrangère, mais d'étrangers avec des passeports étrangers, donc ça nécessite aussi un apprentissage avec des cursus particuliers, des mises à niveau parfois en français, donc tout ça, ça fait partie effectivement du métier. Ouais. Et puis des labos de recherche qui à l'époque étaient très reconnus en droit de la santé, mais qui étaient les stars en étaient partis. Pour des raisons, le fondateur du laboratoire de droit de la santé, le professeur de Michel, était décédé. La suite était prise, mais par quelqu'un qui était président de l'université, donc qui allait quitter l'université et qui n'était plus dans ses fonctions de recherche. Donc il y a un ensemble effectivement de facteurs qui ont fait que c'était vraiment complètement différent. Et tu as continué à t'investir principalement en droit de la santé ? À l'université, oui, principalement en droit de la santé et un peu en droit des affaires, en droit des sociétés. Assez rapidement, on m'avait confié les enseignements de droit des sociétés. Après, j'ai fait comme tout prof, comme tout enseignant, j'ai fait des différentes matières. Je crois que le sommet de ma difficulté de compétence, c'est quand je me suis tapé un cours je sais plus ce que c'était, de liquidation de régime matrimonial. Je déteste le droit de la famille, je comprends absolument rien au droit de la famille, et là voilà, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui assure ce cours, donc j'ai assuré ce cours, mais bon, après sinon c'était des matières périphériques. J'ai enseigné le droit des entreprises en difficulté, le droit du crédit, donc cautionnement, hypothèque, machin, le droit des personnes. J'ai adoré le cours de droit des personnes, l'introduction au droit des personnes en première année. La seule difficulté, c'est que après on a une masse de copies à corriger qui est absolument atroce, mais c'est un super cours. Ouais. Et tu disais à l'université que tu as particulièrement travaillé sur le droit de la santé. À l'université, tu avais d'autres activités périphériques ? C'est surtout que j'avais d'autres universités dans lesquelles j'enseignais. Okay. Quand on est recruté comme ça, qu'on vient de publier sa thèse, j'enseignais beaucoup à l'Espace Éthique, et je continue à le faire, des hôpitaux de Paris. J'enseignais encore à Montpellier, j'enseignais à Poitiers, à Tours, à Lille, dans d'autres facs, à Sceaux, j'ai enseigné aussi. Donc voilà, c'est plus l'activité d'avocat qui m'a fait progressivement me retirer de ces activités d'enseignement dans d'autres universités. C'est normal, les collègues vous appellent, on a l'habitude de publier, donc ils voient votre nom, donc ouais, c'est le cercle vertueux. C'est le cercle vicieux en fonction de qu'est-ce qu'on veut. La clinique, tu l'as commencé quand tu étais déjà avocat, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Ouais. C'était vraiment une volonté de transmettre un savoir pratique, de professionnaliser les enseignements en droit,
Et bien sûr d'aider les personnes à Saint-Denis qui nécessitaient une assistance juridique. C'était la réalisation en fait au-delà des aspects strictement juridiques et pédagogiques, c'était la réalisation du fait que j'avais en face de moi des étudiants qui étaient brillants, intelligents et qui disposaient d'un savoir, le savoir juridique, qu'on commençait à leur transmettre hein, et qu'ils commençaient à acquérir surtout en autonomie. Et de l'autre côté, un territoire sur lequel il y avait des personnes qui étaient en vrai besoin justement d'informations juridiques. Donc c'était pas possible de ne pas mettre l'un en face de l'autre. Enfin, pour moi, ça allait de soi. C'était complètement naturel quand on est sur un territoire où toutes les personnes quasiment sont en manque d'informations juridiques, d'avoir c'est pas une valeur ajoutée, mais d'avoir cette richesse en réalité qui est complètement inexploitée. Et surtout aussi de constater que les étudiants étaient très demandeurs, qu'ils avaient une vraie appétence pour ça, et que ça permettait de parfaire leur formation, de compléter leur formation. Et comment t'es venue l'idée? Tu dis que tu avais vu que ça se faisait aux États-Unis, etc. Mais tu vois, comment... du coup, j'imagine que personne n'y avait pensé encore à Saint-Denis, que ça avait été... Enfin, quid en France, à ce stade-là du projet de la clinique de Saint-Denis comment tu as à la fois connecté l'idée, et tu t'es dit, ok, je vais en faire un vrai projet, et ensuite, comment tu as structuré ça? D'une manière complètement inconsciente. Non mais je vais être très honnête, j'ai fait sans me poser de questions en fait. J'ai vu ce qui se passait aux États-Unis, j'avais fait quelques expérimentations, comme on l'a dit, dans un but pédagogique. T'en avais fait d'autres, des expérimentations? Oui, je pourrais pas te dire lesquelles parce que là, franchement, je me souviens plus exactement. Mais je me rappelais avoir fait certains tests mais il faut dire que ces tests étaient aussi assez peu cadrés hein, de ma part. C'est-à-dire que quand tu veux faire des expérimentations comme ça, en réalité, il faut pas. Enfin, ce que j'ai appris, j'étais très naïf. Il ne faut pas simplement dire à des étudiants, voilà, on va faire cette expérimentation, on tente le coup. Il faut dire, voilà, ça va se passer comme ça. Pendant 1 heure, ça se passe comme ça. 1h30, ça se passe comme ça. Je vais vous noter comme ça. Voilà les compétences qui sont acquises. Donc, il faut pas juste le faire par curiosité. Sinon, on prend des étudiants pour des cobayes. Et ça, c'est vraiment désagréable parce que en tant qu'enseignant, on est un peu seul dans son amphi. Ce qui est un pouvoir d'ailleurs extraordinaire dans tous les sens du terme. Donc si on profite entre guillemets de ce pouvoir pour faire des expérimentations non cadrées ou non réfléchies, ça pose problème. Donc non, la clinique c'était pensé, c'était réfléchi, mais ça n'était pas réfléchi dans le sens quel va être l'impact, quelles en sont les conséquences. C'était voilà, je sens que ce truc marche, donc je vais tout faire pour encadrer les étudiants pour que ce soit très efficace. Je me suis pas posé la question de savoir si ça existait avant. J'avais fait des recherches sur Internet. J'ai constaté qu'il y avait en réalité déjà des cliniques juridiques qui existaient. Que ce que moi j'appelais une clinique juridique, c'est-à-dire la possibilité pour les justiciables de saisir directement des étudiants encadrés par des enseignants, des professionnels, c'était l'un des modes d'exercice de ce qu'on appelle la pratique clinique, que par exemple d'autres cliniques existaient. Tours par exemple avait une clinique depuis longtemps. Caen avait une clinique depuis longtemps, mais c'était des cliniques, comme on dit aujourd'hui, hein, puisqu'on a un peu avancé sur la réflexion sur ces pratiques, c'est ce qu'on appelle des cliniques à saisine indirecte, c'est-à-dire des cliniques qui fonctionnent à la demande d'associations, qui font du contentieux de principe, des recherches et autres, donc pas du tout ce que nous on fait en réalité. Donc ce que nous on fait, d'autres y avaient pensé, hein, il faut être tout à fait réaliste, mais ne l'avaient pas encore fait. Parce que il y avait une sorte de verrou à proprement parler dans leur esprit, avec un risque d'exercice illégal de la profession d'avocat, en disant bon bah pour eux ils disaient c'est de la consultation juridique. Donc si c'est de la consultation juridique individuelle, a priori oui effectivement on tombe sous le coup de la loi, donc de l'exercice illégal de la profession. Mais le paysage des cliniques et notamment des cliniques à saisine indirecte existait déjà en France. Je pense à quelqu'un qui est devenu un copain, par exemple, Xavier Auré, qui avait déjà lui-même structuré un embryon de fédération de réseau des cliniques francophones, Euclide qui existait, Tours qui avait un site internet. Donc voilà, il y avait déjà une idée d'installer en fait de la pratique en complémentarité des cours
non pas théoriques, mais des cours habituels des universités. Et donc, toi, tu fais ces recherches, t'as cette idée, tu vois ce qui existe aux États-Unis, tu regardes un peu ce qui se passe en France. Bon, il y a des initiatives, en tout cas, il y en a pas à Saint-Denis. Tu structures quelque chose de telle façon que tes étudiants soient pas juste des cobayes, mais il n'empêche que ça reste. J'imagine que toi aussi, tu t'es retrouvé confronté à cette question déontologique, quid de l'exercice illégal de la profession d'avocat. Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées a priori, ou est-ce que tu t'es dit bon, je vais le faire et puis on verra ensuite. Enfin, tu vois, comment t'as appréhendé ça? Alors non, je me suis vraiment posé la question tout de suite parce que je sentais que ce serait effectivement un no-go absolu. Alors déjà, le projet de clinique est aussi lié à la découverte de l'extraordinaire motivation et l'extraordinaire intelligence des étudiants qui étaient ceux de la première promo. C'est important. La clinique est aussi née de la découverte de leur motivation pour des projets extra-académiques, complètement désintéressés, complètement bénévoles. C'est quand je les ai vus travailler, par exemple, quand je les ai vus travailler sur Eloquentia, qui est le concours d'éloquence de Paris 8, qui n'est pas de Paris 8, mais qui a commencé à Paris 8 plus précisément, que je me suis dit, ah oui, il y a un tel talent chez mes étudiants, c'était mes propres étudiants, qu'on ne peut pas ne pas là non plus leur proposer non seulement le meilleur, mais aussi des projets qui sont un peu, offside, c'est-à-dire qui sortent des sentiers battus. Donc je leur ai dit, voilà, moi j'ai un projet, c'est ça le projet, est-ce que ça vous tente ? Ils m'ont dit oui, bien sûr, ça nous tente. Et ensuite, effectivement, j'ai appelé quelques amis qui étaient avocats en leur disant, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous ça peut passer ? Est-ce qu'on doit faire valider ça par l'ordre ? Et j'ai demandé à Bertrand Perrier et Zoé Royaux, qui étaient en charge effectivement de l'exercice du droit, du périmètre d'exercice du droit, leur avis, et d'avoir un blanc-seing du barreau de Paris pour savoir si on avait une façon de s'adapter, de faire d'une manière ou d'une autre, qui pouvait légitimer notre pratique. Et les deux m'ont dit, non, il n'y a pas de problème. Et le Conseil de l'ordre a voté, effectivement, ou la commission compétente, plus précisément, a dit que non, c'était pas de l'exercice illégal de la profession. Donc on a commencé. Et on a commencé exactement en même temps que Bordeaux, d'ailleurs, qui avait les mêmes problèmes, les mêmes questionnements, et qui ont fait valider de la même manière aussi le projet. Ouais. Et tu dis que un des moteurs, ça a été de découvrir aussi. Tu avais déjà vu à quel point tes étudiants étaient talentueux et impliqués, mais de le découvrir de manière renforcée à travers Eloquentia. C'est un projet dans lequel tu étais toi-même investi ? À cette époque, pas du tout. Pas du tout. À cette époque, pas du tout. J'ai regardé comme spectateur. C'était des copains qui y étaient. Moi, j'ai découvert ça comme spectateur dans ma fac en me disant, bon, j'ai essayé très vite de leur donner un coup de main au regard de mes compétences éventuelles. Mais non, au début, c'était vraiment les avocats. D'ailleurs, c'était majoritairement les secrétaires de la conférence, que je ne suis pas, qui avaient mené ça avec Bertrand notamment et Stéphane de Freitas, les deux. Charles Laroche, Isabelle Chatinier, bref, tout le monde. Je pense que tu les as d'ailleurs tous interviewés. Alors Sophie, pas tous, etc. mais en tout cas j'ai eu le plaisir d'interviewer Charles Laroche dans cette liste. Voilà, exactement. Donc eux, ce sont vraiment les taulards d'Eloquentia, entre guillemets. Donc c'est vraiment eux qui ont fait ça. Moi j'étais, les premières années, je regardais ça absolument fasciné, comme les étudiants d'ailleurs. Je regardais ça fasciné en me disant, non mais c'est génialissime. Il faut vraiment se battre pour ça. Il faut tout faire pour que ça marche. Et il faut tout faire pour avoir là aussi des activités extrascolaires qui satisfassent les étudiants. Donc c'est le point de départ. Et pour en revenir un petit peu à toi, ton parcours personnel, donc au bout de 8 ans comme maître de conférence à titre principal, partout en France, tu rejoins la profession d'avocat. Et donc tu dis envie de retrouver une pratique plus ancrée dans la pratique. Ça a été facile pour toi de revenir au barreau, de te dire ok. Là, t'es avec quel âge à ce moment-là ? Je sais plus, je devais avoir passé la trentaine un peu, c'était pas 8 ans, c'était un peu moins je pense. C'est assez vite quand j'ai compris que je suis allé passer la grecque une fois en touriste, donc j'avais pas envie, c'était pas pour moi, je l'avais pas préparé, c'était pas mes trucs, donc après m'être posé des questions et avoir tourné en rond, effectivement je me suis dit bon voilà, c'était ton rêve depuis le début, je vois pas ce qui te tient éloigné effectivement de ce métier, donc prends la robe. Non, c'était pas dur de trouver effectivement une collaboration. La question. Donc t'es rentré en te disant j'intègre la profession, je trouve une collaboration. Exactement. Tu t'es inquiété de te dire est-ce que je suis trop vieux, Bien sûr.
Ouais. Ouais, bien sûr, je me suis inquiété de me dire est-ce que je suis trop vieux, est-ce que je vais pouvoir valoriser mon doctorat, est-ce que je vais avoir des problèmes est-ce que je vais avoir des problèmes d'emploi du temps, est-ce que c'est difficile quand vous êtes en collaboration au début de se dire oui non mais je suis désolé là je vais pas aller pouvoir plaider parce que de 9 heures à midi je suis en amphi à donner cours, c'est un peu compliqué. Donc oui bien sûr que je me suis posé ces questions, bien sûr que ça a posé des problèmes, bien sûr, Ouais. bien sûr. C'est-à-dire que dans certains cabinets, oui bien sûr, au début on se dit sur le papier ils sont ravis d'avoir un maître de conf en disant oui comme ça on va pouvoir publier avec lui, c'est top, ce que j'ai pu faire, hein, c'est évident. Et puis dès qu'il y a les premiers problèmes d'agenda, d'emploi du temps, de autres, non, ça marche plus, c'est clair. Ouais. Donc t'as eu des échecs ou un échec de collaboration à cause de ça? Oui, tout à fait, ouais. Oui. Ouais. Mais, enfin, plus qu'un échec, c'est plus la réalisation que enfin, c'est mon expérience personnelle. Pour mon expérience personnelle, soit il vaut mieux arriver en consultant et effectivement ne pas complètement cumuler, enfin, ne pas être complètement avocat direct en prise avec le client et autres, soit peut-être renoncer effectivement à l'un des deux versants du métier, c'est notamment celui de MCF. Donc non, pour ma part, j'ai constaté ça, j'ai appris beaucoup, mais je voulais vraiment aller au charbon, c'est-à-dire que je voulais vraiment aller... mon ambition, ça n'était pas de faire des consultations, mon ambition n'était pas non plus de ne faire que du conseil, c'était vraiment d'aller, genre, enfin, ce qu'on fait tous au début, hein, d'aller au CPH de Longjumeau, de me taper les RER, les audiences de province tôt le matin. Voilà, je voulais T'avais vraiment envie de cette expérience du terrain, avocat terrain, quoi. Ouais, j'avais vraiment envie de ça, de connaître les juges, Alors de que savoir comment ça fonctionnait. Ouais. Alors que t'avais un profil un peu plutôt affairiste, différent, ouais. Oui, mais bon, il y a l'aspect séduction du contentieux, c'est extraordinaire comme Ouais. métier. Oui, c'est donc, vraiment ce que je voulais faire. En fait, je le dis comme manière indirecte de souligner que finalement, quand tu as intégré la profession et en cherchant une collaboration dans ce contexte très l'avocat, terrain, contentieux, pur contentieux, etc., alors que tu avais ce profil plutôt maître de conf, plutôt droit des affaires. Alors là, on est d'ailleurs très loin de la FUSAC. Il y a quand même quelque chose qui a bougé pendant ces années, quoi. Alors, il y a aussi quelque chose qui a bougé, c'est que j'avais passé toutes ces années à faire du droit de la santé, donc j'allais pas arriver en disant j'allais pas présenter ma candidature dans un cabinet d'affaires en disant voilà, il faut que je fasse des FUSAC parce que j'étais plus au point, en fait. Non, mais t'aurais pu intégrer un cabinet d'affaires et faire du droit pharma, conseil. C'était une possibilité. Je me suis pas trop posé je l'ai fait aussi dans une autre collaboration, effectivement, à faire du droit du médicament dans un gros cabinet. C'était une expérience très chouette, mais assez vite, j'ai réalisé que j'étais finalement assez bien aussi à travailler pour moi. J'avais assez envie de m'installer assez rapidement. Donc tout ça pour dire que ta première collab, t'as cherché du contentieux pur qui allait te faire faire une bonne dose de tourisme judiciaire et que donc quand ça a posé problème en termes d'agenda, du coup t'as quitté ce cabinet, vous vous êtes quittés mutuellement d'accord sur le fait qu'il fallait que vous vous quittiez. Enfin, combien de temps cette première collaboration? J'ai passé, à l'époque, je passais 2 ans en tant que collaborateur. C'était le temps minimum sur mes collabs. Mais en fait, c'est marrant parce que quand on est en train de parler comme ça, j'ai l'impression que c'est plus non pas des échecs qui ont guidé le parcours, mais plus en réalité le fait que parfois j'avais essayé de forcer certaines choses qui étaient soit inconciliables, soit irréalistes. C'est-à-dire que de partir en disant, c'est comme, vous me prenez comme si j'étais un jeune collaborateur qui sortait de l'école d'avocat, ce que j'étais en fait, au niveau de l'expérience d'avocat, il n'y a aucun doute là-dessus, aucune autre prétention que de dire que je partais de zéro, et j'en avais tout à fait conscience. Mais en même temps, on a 30-32 ans, donc on n'est pas quand même complètement débutant non plus. Donc j'avais essayé effectivement de concilier des choses qui étaient un peu difficiles à concilier, et c'était ça, l'erreur était là en fait d'une certaine manière. C'est-à-dire que soit je n'avais pas visé les bons cabinets, soit j'avais des ambitions qui ne correspondaient pas à la façon de vivre, soit peut-être aussi des cabinets qui étaient peut-être parfois un peu moins respectueux. Je pense à un cabinet un peu moins respectueux du caractère libéral de la collab, c'est évident. Mais bon, il y avait un ensemble de critères qui faisaient que, effectivement, en fait, dès le début, ça pouvait pas matcher. Ça pouvait pas matcher sur le long terme. Combien de collabs? 2. 2. 2 fois 2 ans.
2 fois Non, au moins 2 ans en tout. 2 ans en tout. Ah, 2 ans en tout. J'avais pas passé 4 ans en collaboration. Ah bah je sais pas. C'est impossible. Et donc une inadéquation entre le projet, le projet et le terrain. Et puis l'envie de Et piloter aussi, de piloter une affaire de A jusqu'à Z. Il y a un côté très frustrant quand on est collab au début, c'est que bon, on écrit, tu conclus, c'est toi qui fais le boulot, et puis c'est pas toujours toi qui va plaider. Parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Ça dépend de la confiance que ton chef te porte, ton chef ou ta chef d'ailleurs te porte. Ça dépend de beaucoup de critères, mais voilà, là il y avait voilà, aller au charbon, en fait, c'était le fait d'avoir son cabinet. Il faut dire les choses. C'est ce que je réalise aujourd'hui, d'ailleurs, en te parlant. C'était évident, voilà. C'est que dès le début, c'était ça, et ça devait pas être autrement. Ouais. Avec maintenant, d'ailleurs, des choses qui, parfois, me poursuivent un peu. Il est clair qu'en ayant des collaborations de courte durée, du coup, il y a certains manques dans ma formation que je suis obligé de compenser par davantage de travail. C'est tout à fait normal. En termes de procédure, d'usage. Alors non, sur le fond du droit, j'essaye de rester dans mes domaines de compétences, ça c'est bien, mais plus en termes de gestion du cabinet, de gestion financière, d'organisation, de choses comme ça, des choses débilissimes, de gestes d'utilisation des logiciels, de facturation, voilà. Bah ça, je sais pas si le fait d'être resté collab plus longtemps te l'aurait vraiment appris, cela dire, mais... Maintenant, les collabs rentrent leur temps, ils font les choses d'une manière un peu plus rigoureuse, voilà. J'ai un peu découvert ce qu'était la TVA sur le tard quand la NAFA m'a expliqué comment il fallait que je gère, moi, ma TVA. Ah bon, la TVA n'est pas à moi, je ne comprends pas. C'est un peu ça. Non, je l'ai toujours payé dans les temps. Mais voilà, les mécanismes comme ça de gestion de câble, d'anticipation, de paiement des loyers, de business plan, de comment on fait effectivement, est-ce qu'on prend une collab, est-ce que machin. Voilà. Non, attends, on va en parler. Donc du coup, au bout de 2 ans de collaboration, donc 2 courtes collaborations, tu t'es dit bon allez, il faut que je m'installe. Je m'installe. Ouais. T'avais une clientèle ? Non, quasiment pas, non, quasiment pas. Et donc là, le projet, c'est quoi ? C'est je m'installe et je survis. Oui, je m'installe et je survis, mais avec une chance extraordinaire, c'est que moi j'ai la fac qui paye mes charges d'une certaine manière. Ouais. Donc voilà, les dés sont pipés depuis le début. Je sais que quand je m'installe, si ça ne marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Je ferme et voilà, on se quitte bons amis avec la profession. Et puis si ça marche, c'est tant mieux. Donc ça change absolument tout. Ça change absolument tout. J'ai eu la chance au début de ne pas ressentir effectivement cet aspect couteau sous la gorge permanent pour pouvoir survivre. C'est extraordinaire. Enfin, le métier n'est plus le même du tout. Et tout Mais de suite... non, pas de clients au début. Essayer de faire son réseau, son relationnel, essayer de rencontrer du monde, essayer de prendre non pas tout ce qui passe, parce que encore une fois, il y a une question de champ de compétences, mais sortir de son champ de compétences premier. C'est-à-dire que je passe effectivement d'un cabinet où on traite du générique pour les top firmes pharmaceutiques voilà, je vais faire du commerçant littéralement, la boulangerie en face de chez moi qui me dit voilà, j'ai un problème, j'ai pas payé mon loyer, j'ai reçu un commandement de payer, qu'est-ce que je fais ? Ah ouais, donc t'as fait ce genre de dossier ? Ah oui, bien sûr, oui. Okay. Bah, je sais pas, je demande. Non, mais t'as tout à fait raison. Alors, là aussi, c'est important, tu fais ce genre de dossier, mais tu fais ce genre de dossier en n'étant jamais isolé. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu travailles avec des copains, tu travailles avec des copines qui te disent voilà, non, là dans ce dossier il faut faire ci, il faut faire comme ça. Tu fais tes recherches évidemment, tu demandes pas, t'es pas un boulet pour les autres, ça me paraît assez clair, mais tu prends jamais le risque de t'aventurer dans un domaine que tu connais pas du tout. Là non plus, si les étudiants sont pas tes cobayes, les clients sont pas tes cobayes non plus. Et t'avais quand même dans l'idée de faire un cabinet autour du droit de la santé, ou est-ce que ça s'est revenu au fur et à mesure de ta pratique par d'autres hasards ? J'avais l'idée de faire un cabinet en droit de la santé, effectivement. J'avais l'idée de faire un cabinet très droit de la santé pour les professionnels de santé. Puis assez vite, en fait, quand on est seul comme ça, qu'on n'a pas la taille critique, que moi j'étais très identifié dans le monde de la santé comme universitaire. C'est-à-dire que quand on m'invite à faire des colloques, on considère que c'est normal de ne pas être payé parce que je suis universitaire, parce que ça fait partie de mes activités de recherche. Donc assez vite, j'ai compris que finalement, c'est pas qu'il valait mieux sortir de ce domaine de droit de la santé, donc on continue à en faire, mais paradoxalement aujourd'hui c'est plus du tout ce qu'on fait d'une manière majoritaire au cabinet, ou alors sinon on fait du droit de la santé au travers de la responsabilité médicale, c'est d'ailleurs ma collaboratrice qui le fait beaucoup plus que moi, et aussi au travers du droit des personnes, mais ça j'imagine qu'on en reparlera effectivement sur les dossiers un peu emblématiques du cabinet, sur les problèmes de genre, de violence de genre et des choses comme ça. Mais non, mais parlons-en maintenant. Bah, si tu veux, avec plaisir. Là aussi c'est très simple. Donc attends,
parce que parlons-en dans un esprit de constitution de clientèle. Si on remet ça dans le contexte, tu t'installes, tu n'as pas de clientèle, tu as de bonnes compétences en droit, puisque pour le coup, ça c'est quelque chose que tu as bien pratiqué au fond en étant maître de conf et autres, mais tu n'as pas de clientèle et il s'agit de faire vivre un cabinet avec ce confort d'avoir une autre rémunération, mais quand même. Et c'est les dossiers qui viennent au fur et à mesure dans une certaine limite de champ de compétences, on a bien compris. Comment des tendances se sont développées? Est-ce que toi, tu es allé chercher certaines tendances? Donc, tu dis que la partie un peu droit de la santé, une certaine partie du droit de la santé, finalement, tu t'es dit qu'il valait mieux la séparer parce que tu étais trop associé à une posture de consultant, enfin de maître de conf, et donc une logique de recherche qui fait que c'était pas rémunérateur. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais essayé de développer activement d'un point de vue un peu commercial, entre guillemets? Est-ce que, au contraire, tu es allé chercher... est-ce que tu as fait des démarches proactives de développement d'un quelconque secteur d'activité ou type de dossier? Et sinon, comment est-ce que justement ta clientèle, c'est quelque chose s'est dessiné, une tendance s'est dessinée pour ta structure? Mais je ne pourrais pas te répondre en fait. Je suis très mauvais en développement, vraiment. Je ne sais pas comment ma clientèle est venue. Bouche à oreille en fait, principalement bouche à oreille, des confrères qui envoient des dossiers, des consoeurs qui envoient des dossiers, des personnes que tu connais, des personnes que tu as eu l'habitude de fréquenter effectivement dans les activités universitaires. Voilà, Et de ils la t'ont envoyé des sous-traitance. dossiers de tout type? Non, non, mais il y a eu tout, hein. J'ai fait aussi des traductions, par exemple, hein, dans mon activité d'avocat, des traductions anglais-français, français-anglais, par exemple, des choses comme ça, de documents professionnels en droit de la santé, par exemple, de la sous-traitance, effectivement, sur des dossiers de médicaments, de RC médical, des choses comme ça, et puis aussi un peu de droit des affaires. Non, en même temps que tu me parles, je suis en train de défiler non pas mes premières factures, mais un peu. Bah si, on est là pour ça. Oui, bien sûr. Non, le sourcing. Bientôt, je vais demander à mes invités de venir avec de la documentation. Ouais, c'est ça. Non, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Honnêtement, c'est du travail, évidemment, mais c'est aussi beaucoup de chance. Voilà. Je sais pas, ça a un peu marché, ça aurait pu complètement planter. Ça s'est fait à l'économie aussi. J'ai eu de la chance. En fait, il en va tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait parce que j'ai eu de la chance d'avoir été à un moment entouré, d'avoir des personnes qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre, même sans que je le sache. 10 ans après, parfois, il m'arrive de découvrir que oui, on m'avait filé ici et là un coup de main, je sais pas comment ni pourquoi, mais c'est comme ça, et ça aurait pu se passer tout à fait différemment, mais je prétends pas avoir du succès dans ma vie professionnelle, ni rien du tout, mais quoi qu'il arrive, quand on fait quelque chose, on le fait jamais seul. C'est la même chose pour la clinique, c'est porté par les étudiants, les collègues, les copains avocats qui sont venus en renfort tout de suite, hein, les premiers, les Grégory Saint-Michel, Anne-Sophie Laguens, tout le monde. Donc on fait jamais les choses seul, et c'est la même chose pour ta clientèle en fait, tu la développes pas seul. Mais alors maintenant, est-ce que j'ai fait des démarches proactives du style les petits déjeuners de Benjamin Pichot sur la régulation du médicament? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai jamais fait de choses comme ça. En revanche, oui, j'étais à tous les colloques, j'étais à toutes les réunions, toutes les conférences, je publiais des articles ici et là, oui, ça, n'en pas douter, oui. Ici et là, dans des revues spécialisées? Oui, dans des revues spécialisées juridiques. J'ai commencé comme ça d'ailleurs. Assez vite, j'ai abandonné justement les revues spécialisées juridiques. Je suis passé plutôt sur des revues professionnelles, des sites internet, au contact effectivement du monde professionnel que je visais comme clientèle, oui, bien sûr. Bah tu vois, je te cuisine un peu. Non, Il y en a des actions de développement. Mais oui, mais c'est intéressant parce que pour moi, c'est pas des actions de développement. En fait, c'est plus ma première activité de maître de conf. Quand j'écris quelque chose, je l'écris pas comme avocat dans le sens essayer de chercher une clientèle. Je l'écris comme essayant d'appuyer un point de droit ou faire valoir pas une doctrine, mais faire valoir une opinion juridique sur un sujet ou quelque chose comme ça. Oui, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, ça montre qu'une action de développement, c'est pas nécessairement une action labellisée marketing hardcore. Tu vois, enfin, je veux dire, la meilleure action de développement, c'est probablement celle que tu fais sans que ce soit écrit dessus, quoi, tu vois. Parce que de toute façon, elle apporte quelque chose intellectuellement parlant à ta cible aussi. Enfin, ta cible aussi, tu vois.
Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, je travaille beaucoup moins en droit des sociétés. J'ai même pas affiché je crois pas avoir affiché sur mon site internet que je travaillais en droit des sociétés. Ou alors j'ai peut-être mis rapidement en droit des affaires, mais pas insisté sur les dossiers sur lesquels on travaille. Et tu as des dossiers en droit des sociétés qui arrivent? Oui, beaucoup, ouais. Beaucoup. Ça devient en fait quasiment l'essentiel de mon activité personnelle dans le cabinet. Et ça te donne pas envie de revoir du coup ton support de ta vitrine première? Si, il faut qu'on s'en occupe. Il faut qu'on s'en occupe. Mais le gros scoop, entre guillemets, c'est que c'est plutôt qu'on va s'associer avec ma collaboratrice. Donc, on va refaire la communication à ce moment-là. On va trouver des identités visuelles, etc. Non, mais je te pose pas la question innocemment parce que, par exemple, j'ai une amie qui fait du droit de la construction, du droit de l'urbanisme. Et c'est son activité principale et elle a fait son site internet qui expose que cette activité. Tu vois, vraiment un site vitrine autour de ces activités très spécifiques-là. Mais en réalité, elle prend d'autres dossiers qui lui sont envoyés, qui sont des dossiers dans d'autres matières, parce qu'elle est publiciste d'abord avant d'être droit de la construction pure. Et elle dit, je trouve ça formidable, justement, cette possibilité que donnent les réseaux sociaux, enfin l'identité numérique. Petit clin d'œil à l'auditeur qui m'a corrigé sur le digital versus numérique. Donc, cette capacité de dissocier son identité numérique de son identité physique, qui fait que moi, mon identité numérique, elle est très, dans mon développement, elle est très là-dessus, mais en réalité, j'ai une identité d'avocate plus large, qui fait que je prends des dossiers plus larges. C'est juste que c'est pas ce que j'ai envie intentionnellement de développer le plus, et donc j'en fais pas c'est pas ça que je mets le plus en avant. Et donc ça aurait pu, tu vois, d'une certaine manière, t'aurais pu te dire, bon, je prends ces dossiers quand on me les envoie parce que j'ai cette compétence et parce que ça m'intéresse à la marge, mais de manière très intentionnelle, j'ai pas envie de le mettre sur mes supports de communication numérique parce que, en fait, j'ai pas envie que ça vienne à moi par ce biais-là, tu vois. Mais tu me dis que c'est pas le cas, que c'est plus le fait que, en fait, t'as quand même ces dossiers qui se constituent, que t'as envie de poursuivre cette activité parce que manifestement c'est quelque chose qui tourne bien dans ton cabinet et que donc en refondant ta communication à l'opportunité de cette association avec ta collaboratrice, tu vas en profiter pour mieux mettre en avant ça. Enfin, voilà. Mais c'est intéressant cette réflexion autour de l'identité, tu vois, professionnelle et ce qu'on fait, et comment on le présente et comment on le communique. Ça fait partie effectivement des questions qu'on va se poser très rapidement sur le mode de communication, le contenu de la communication, ce qui fait l'identité du cabinet, ce qui fait l'ADN en fait du cabinet plus que l'identité. Qu'est-ce qui donnerait à un client de venir nous voir nous plutôt qu'un autre, comment nous sommes perçus, c'est tout ce sur quoi on doit travailler exactement. Et tu parlais d'une activité, donc que la RC médicale c'était plutôt ta collaboratrice, enfin ta future associée, qui s'en occupait. Au bout de combien de temps est-ce que tu as recruté quelqu'un? Alors c'est une très bonne question. Il faudrait que je calcule le nombre d'années. Je me souviens très bien des circonstances dans lesquelles j'ai recruté quelqu'un. Je me souviens très bien que j'avais passé mon été à Paris, seul, il n'y avait plus personne à ce moment-là, à bosser jusqu'à 3h du mat, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. J'en pouvais plus, j'étais exténué. Et je me suis dit, là, c'est plus possible. Voilà, tu peux plus tout faire tout seul entre justement la clinique qui venait de démarrer. Donc l'année était quand même assez intense. Hein. Il y avait eu quelques réticences de nombreux confrères sur cette clinique. Donc il a fallu se battre. Les dossiers qui arrivaient, cette grosse consultation pour le coup vraiment en droit de la santé. Je me suis dit non, j'ai pris une semaine de vacances, j'ai réfléchi, je suis parti faire de la rando en Corse, j'adore la Corse, j'adore la rando, et donc j'ai déjeuné avec un ami en lui disant voilà, je suis en train de vraiment un ami très, je lui avais donné quelques éléments, il avait travaillé avec moi sur sa consultation un peu, et je lui disais voilà, je pense que je peux plus là, j'y arrive plus, il faut que je travaille avec quelqu'un, j'y réfléchis, je ne sais pas encore quelle forme. Il m'a dit ah bah ça tombe bien, j'ai quelqu'un, c'est une très bonne amie, il faut vraiment que tu la rencontres, fais-lui passer un entretien. Je lui ai fait passer un entretien, ça a tout de suite matché. Donc voilà, mais au bout de combien de temps trop longtemps en fait. En réalité trop longtemps. Voilà, pour c'est ce répondre à que ta j'étais question. sur le point de te demander. J'ai l'impression que que ça a été dur pour toi d'une certaine manière que
que tu l'as pas anticipé et que t'as dû tirer jusqu'au bout du bout pour te dire ok, je délègue quoi. Enfin, je m'entoure. En sortant d'audience, j'ai parlé avec un confrère, on a pris un café. Là aussi, j'avais un peu expliqué ça. Alors pour le coup, c'était avant l'été, avant cette période, et qui m'avait dit, mais tu sais, on se connaissait d'ailleurs. Il me disait, mais tu sais, Benjamin, en fait, tu fais un mauvais calcul. Il faut pas que tu regardes si tu as la possibilité d'engager quelqu'un. En disant voilà, est-ce que je peux la payer, et ensuite quand tu auras suffisamment pour la payer, tu la payes. Il faut que tu vois en réalité ce que engager quelqu'un peut te rapporter. Donc il faut effectivement que ce soit du potentiel. Et ça aussi, ça a été un révélateur, parce qu'au début je me disais mais moi si j'engage quelqu'un, ça n'est plus possible, ça va prendre la totalité de mon bénéfice. Est-ce que c'est une décision rationnelle? Est-ce que j'ai suffisamment de dossiers? Qu'est-ce qui se passe le jour où j'ai pas suffisamment de dossiers? Est-ce que je peux pas engager quelqu'un non plus pour qu'elle se tourne les pouces ou pour ne pas la former? Comment je vais même la former entre guillemets et lui apprendre des choses, parce que ça fait partie du deal de la collab. Est-ce que je vais pouvoir lui apprendre des choses quand moi je serai effectivement en train d'enseigner à droite et à gauche? Donc toutes ces questions finalement ont été résolues par ces deux aspects effectivement. Le premier qui me dit non, c'est justement recruter quelqu'un qui va te permettre de gagner en échelle, en taille, d'une part, et puis l'autre, la situation factuelle qui fait que oui, de toute façon il fallait le faire. Ouais. Et ça va avec le fait que tu disais tout à l'heure, plus au début de notre échange, que l'aspect gestion de cabinet t'avait coûté. Mais là, je parle pas en termes financiers, je te parle en termes de, humain. Ça t'a coûté de te mettre dans cette peau de gestionnaire d'entreprise, quoi. Moi, j'ai pas été formé à ça. Là aussi, ça fait partie de ma formation. Ne pas être passé par l'école d'avocat, pour ça, c'était pas une bonne idée. L'aspect universitaire où on a l'habitude de se donner sans, ce qu'on disait, être parfois un peu dur à la tâche, pouvoir travailler sans s'interroger sur le pourquoi du comment et ce que ça rapporte. Ce qui fait que oui, je me suis pas vu, j'ai mis du temps à comprendre qu'avant d'être, en même temps qu'on est avocat plus précisément, on est un chef de très petite entreprise ou de PME, mais c'est ça aussi. Et on entretient beaucoup, je trouve, dans le métier d'avocat, cet aspect sacrificiel de la profession, ce qui, à mon sens, est indispensable évidemment, mais n'est pas non plus complètement à notre service. On pourrait dépasser cela. C'est tout à fait normal de se donner au maximum pour ses clients. Jusqu'au sacrifice, j'en suis pas complètement persuadé. Donc il faudrait que nous aussi on prenne conscience de ça. Moi, j'en ai pas pris conscience. Je suis un très mauvais. Je suis comme beaucoup d'avocats. Je considère que quand je fais ma compta, quand je fais de la com, quand je regarde mon site internet, c'est du temps perdu. C'est que je ne travaille pas. Alors qu'en fait, ça fait partie du cœur de notre activité aussi. Il faut le reconnaître. Donc c'est pas que le monde a changé, mais c'est que notre métier d'avocat est aujourd'hui probablement un métier d'homme ou de femme orchestre qui impose d'être aussi compétent en marketing, alors bien sûr sur le cœur du métier, de savoir plaider, savoir écrire, savoir gérer un client, mais aussi effectivement de savoir gérer une entreprise, de savoir faire un business plan, de connaître son besoin en fond de roulement, etc. Et maintenant ça va mieux? J'apprends, je me soigne. Tu te soignes comment? En appelant mon comptable, qui est absolument extraordinaire. Est-ce que tu veux donner le nom de ton comptable? Moi, à chaque fois, je prends les noms des bons prestataires parce que... Alors, j'adore. J'ai une chance extraordinaire. C'est un comptable qui est à l'ANAFA, qui s'appelle Ahmet Ikizer. J'ai une chance extraordinaire qu'il m'accompagne. Il m'a toujours accompagné. Non, vraiment, il est vraiment très bien. Donc il me guide d'une manière tout à fait efficace et tout à fait compétente. Donc en faisant ça, en réfléchissant un peu, en ne faisant pas une com désordonnée, mais en réfléchissant à pourquoi communiquer et quel est le sens de la communication, en entretenant aussi cette communication évidemment. Et puis de toute façon c'est une obligation que j'ai. Alors, elle va devenir mon associée évidemment, mais c'est une obligation que j'ai aussi vis-à-vis de ma collaboratrice. Entretenir une activité, être capable d'avoir des dossiers, d'avoir des choses comme ça, c'est aussi quelque chose que je lui dois, elle, évidemment. Donc c'est toujours la même que celle que tu as recrutée back in the days? Bien sûr, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr non, mais j'ai de la chance que ce soit bien sûr plus précisément. Ouais. Voilà. Ah oui, non, ça marche très bien. C'est super. Voilà. Et elle est vraiment extraordinaire. Donc, alors, vas-y, faisons la déclaration d'admiration professionnelle à ta collaboratrice. Qu'est-ce qui est si exceptionnel? Qu'est-ce que tu aimes autant dans le travail avec elle? C'est une bonne question. Elle est très intelligente, elle est très pertinente, elle a une
capacité à vouloir apprendre qui est extraordinaire. Elle a aussi, non pas un culot ni un talent, mais plus précisément une compétence pour s'imposer, alors qu'on n'a pas du tout l'impression qu'elle va s'imposer, qui est là aussi, me foudroie à chaque fois. Elle arrive à obtenir des trucs je n'aurais jamais osé demander. Donc je suis assez estomaqué par cela. Et puis sur la relation quotidienne, elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours et en même temps communicative quand il y a des problèmes. Je dis très sincèrement, c'est devenu une amie. Je connais très bien son compagnon. On part en vacances ensemble avec mon ami, avec elle, avec son ami, avec sa famille. Ma mère l'adore. Je connais ses parents aussi, donc non, c'est vraiment une relation ça peut pas être mieux comme relation professionnelle, amicale, hein, c'est pas parfait. Et elle m'a fait aussi une énorme confiance en me présentant et en me demandant son aide sur des dossiers personnels qu'elle gérait, puisque les dossiers notamment certaines personnes intersexes, le dossier du sexe neutre et ce genre de dossiers sont des dossiers qui sont venus au cabinet par Mila Petkova. Donc c'est vraiment par elle que ces dossiers, qu'on est venu au cabinet à défendre ces dossiers, puisqu'elle me faisait assez confiance pour me demander un coup de main pour gérer certains aspects. Donc en fait, j'étais sur le point, mais ça va ensemble, j'étais sur le point de te demander ce qui faisait que la partie plus RC médicale, tu l'avais... c'était surtout ta collaboratrice et future associée donc, qui s'en occupait. Et qu'est-ce qui avait fait que ça s'était fait comme ça et ça va avec l'autre question du coup ces dossiers plus droits des personnes sur certaines problématiques spécifiques, intersexes et autres dont tu vas nous parler. Comment est-ce que c'était venu au cabinet et qu'est-ce qui fait que toi tu t'en étais plus occupée? Enfin voilà, comment... Alors, la répartition s'est faite d'une manière très simple. Elle s'est faite en réalité par les dossiers qui sont arrivés. C'est-à-dire que comme on a commencé, surtout en sortant du Conseil de l'Ordre, à être... Moi, je suis devenu plus disponible. On a commencé à avoir quelques dossiers plus significatifs en droit des affaires. Donc, il a fallu se répartir les tâches, évidemment. Donc, progressivement, j'ai non pas délégué, mais je continue à regarder, évidemment. Mais c'est Mila qui, elle, n'apprécie pas le droit des affaires. Elle n'est pas très confortable avec la notion de droit des sociétés et autres. Donc, qui a choisi, effectivement, de continuer sur les aspects responsabilité médicale, droit de la santé à proprement parler. En responsabilité médicale, parenthèse, vous êtes côté patient, côté médecin? Plutôt côté patient. Même si c'est l'un des aspects, encore une fois, du droit de la santé qu'on traite, puisqu'on fait aussi un peu de régulatory ici et là, de données de santé, de choses comme ça. Pour quel genre d'acteurs? Des cliniques. Des cliniques? Des cliniques, Mmh. cliniques et hôpitaux un peu. Alors les dossiers effectivement sur les violences de genre et autres, c'est vraiment venu par Mila. C'est son compagnon Benjamin Moron-Puech, qui est un chercheur à Paris 2, à Assas, maître de conf aujourd'hui, qui avait fait son mémoire de Master 2 sur justement l'intersexuation. Et qui avait donc creusé lui-même ces aspects et qui, avec Mila, avait commencé l'action du sexe neutre. Donc voilà, tout simplement, c'est vraiment par eux deux que c'est arrivé au cabinet. Encore une fois, ils m'ont demandé à un moment ou à un autre, je sais plus. C'était après la décision d'appel. C'est après la décision de première instance, pardon. C'était après la décision du tribunal de Tours. Ils m'ont demandé effectivement un coup de main pour gérer l'appel et le reste. Et donc, on s'est mis à travailler ensemble. Donc, il y a eu une procédure menée. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y avait une action autour du sexe neutre. C'est ça, exactement. Menée par le compagnon de ta collaboratrice. Par ma collaboratrice qui était avocate, effectivement, et assistée de son compagnon qui travaillait chercheur. sur ces questions-là plus particulièrement. Exactement. D'accord. Et il y a eu en première instance un accueil, un rejet? Une décision favorable pour l'inscription en sexe neutre, ouais. et un appel, effectivement, qui a été fait par le parquet. Mmh. Et donc là, ils t'ont demandé du soutien.
Exactement, et puis après on s'est mis à travailler ensemble tous les trois effectivement sur tous les dossiers, dans le respect du secret professionnel évidemment, mais sur les dossiers qui pouvaient être significatifs, sur les mutilations, sur le reste, sur les collectifs de personnes concernées. Hein. Donc en fait, vous avez réfléchi à 360 degrés sur les problématiques qui se posaient pour les personnes concernées par l'intersexualité. L'intersexuation, Pardon. mais non, je t'en prie, mais c'est surtout que en fait ces personnes sont venues vers nous pour nous dire voilà, moi j'ai tel problème. C'est surtout ça. Ça vous a identifié auprès de ces personnes, et ensuite les problématiques sont venues au fur et à mesure des personnes et de leurs problématiques personnelles. Tout à fait. Et puis on s'est tous les trois beaucoup investis à la mesure de nos compétences pour essayer de défendre. Enfin, quand on regarde ces dossiers, il y a un côté évidemment insoutenable qui fait qu'on ne peut pas rester, insensible, évidemment, et donc on essaye de prendre la cause à la hauteur de ce que les personnes concernées veulent bien nous confier. Donc c'est non seulement un travail juridique et judiciaire, c'est aussi un travail d'une certaine manière de communication, de politique, d'aller rencontrer les institutions, d'aller rencontrer des députés, le comité consultatif national d'éthique, différentes choses. Ouais. Ce qui est un travail d'avocat de base en fait. Ben non, mais justement parlons-en parce que alors déjà moi je me rends pas compte des problématiques qui se posent, enfin du type de dossier. Tu vois, tu dis que c'est des dossiers qui ne peuvent pas laisser indifférent, et donc c'est quel genre de problématique en fait est-ce que ça t'a amené à... C'est quoi le genre de situations qui sont rencontrées par ces personnes et sur lesquelles tu as été amené à travailler? Bien sûr, ce sont alors les personnes intersexes sont des personnes qui présentent des variations du développement sexué qui font elles ont des organes sexuels primaires et secondaires qui ne sont pas ceux du typique masculin ou féminin. C'est la définition un peu qui est donnée par l'ONU. Donc il y a différentes variations, encore une fois, des organes sexuels primaires et secondaires. Mais attends, je crois que j'avais vu un très beau film il y a longtemps, un film peut-être uruguayen qui s'appelait XY ou... Bref, peu importe, excuse-moi. Non, mais c'est top, je regarderai la référence. Ça posait la question, c'était sur une jeune fille qui avait donc les deux sexes. C'était l'été avant un choix chirurgical, justement. Et alors là, c'est des bribes qui me reviennent, c'est un film que j'ai dû voir, j'étais au lycée, je pense. Mais donc c'est ce genre de problématique. Alors c'est ce type de problématique, sachant qu'en France, le choix est fait de les opérer, en fait, vraiment très très jeunes, c'est-à-dire à quelques jours ou quelques semaines, sans leur demander, parce que forcément ce sont des enfants très jeunes, des bébés pour certains, donc de les opérer pour essayer de les conformer à l'apparence d'un sexe masculin ou féminin, selon des critères qui sont purement arbitraires, c'est-à-dire que ce sont des critères qui sont médicaux, alors qu'on ne sait absolument pas l'identité de genre que l'enfant développera, on ne sait pas si plus tard il va se sentir plus garçon, plus fille, ou plus fluide ou plus autre chose, hein, d'ailleurs, il n'y a pas forcément masculin ou féminin. Ce sont des opérations qui sont qui sont inefficaces, qui sont dangereuses, qui créent des lésions, des douleurs absolument pas atroces, mais si atroces à subir, qui ont des effets sur le long terme, irrémédiables, qui pour certains constituent effectivement des ablations des gonades, donc de privation de toute capacité reproductive, et qui sont faites, encore une fois, avec un consentement qui n'est pas existant, et surtout qui ne s'impose pas dans un âge aussi jeune. Sachant que les personnes qui sont intersexes, quand elles naissent, si elles ne sont pas opérées, dans 99,99% des cas quasiment, le développement se fait d'une manière harmonieuse. C'est simplement un code social qui fait que comme nous ne pouvons pas imaginer qu'il y ait des personnes qui ne soient pas des petits garçons ou des petites filles, on essaye de les conformer à ce stéréotype qui, encore une fois, est un stéréotype social, qui n'est pas un stéréotype physique, naturel ou autre. Donc les dossiers sont effectivement, c'est des dossiers à proprement parler de mutilation. Ce mot de mutilation que j'emploie à dessein est celui qui est employé par l'ONU. C'est le mot qui est aussi employé par le Conseil de l'Europe, le rapporteur spécial du Conseil de l'Europe. Le Conseil d'État lui-même en France a considéré que les actes étaient contraires à la loi. Et pourtant, on continue à les pratiquer. Et pourtant, il y a un lobbying de la part des services qui réalisent ces actes aujourd'hui
consistant devant l'Assemblée nationale et le Sénat à empêcher que ces actes soient formellement interdits par la loi. Et donc ce sont parce que tu dis par les services qui les performent, ce sont les médecins qui font ce lobbying auprès des institutions pour que ces actes continuent d'être performés, quand bien même les textes des différentes institutions se sont prononcés en faveur d'une qualification de mutilation, enfin de quelque chose. Quand bien même les personnes elles-mêmes qui ont subi ces actes disent elles-mêmes qu'elles auraient voulu ne pas subir ces actes. C'est quand même ça qui est, enfin moi je trouve ça à retenir, oui. Mais c'est ça qui me paraît délirant dans notre façon de voir les choses aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on réalise des actes contre la volonté des personnes, et ces mêmes personnes, une fois qu'elles sont en état de s'exprimer, disent moi je ne veux pas, je considère que j'ai été mutilé et que j'ai été mutilé contre ma volonté. Je ne comprends pas comment on continue à permettre que ces actes soient réalisés. Dans le pire des cas, qu'on ait dit, dans les années 60, 70 plus précisément, dans les années 80, certaines personnes auraient pu être bien intentionnées, on ne savait pas, on a fait ça. C'était discutable, on a essayé de faire au mieux. C'était déjà, à mon avis, largement condamnable, entre guillemets, éthiquement, je ne parle pas juridiquement, il y a des plaintes qui sont introduites, on verra ce que ça donnera, mais éthiquement, c'était déjà très discutable, mais à la limite, ce serait, pour moi, en tant qu'avocat, à défaut des personnes concernées, bien sûr, parce que ce serait entendable, mais qu'on nous dise aujourd'hui, en 2021, alors que la plupart des États et des pays développés interdisent ces interventions, et qu'on nous dise non, on continue à les pratiquer parce que c'est bien pour les personnes, parce que, vous comprenez, il faut nécessairement se développer dans un genre, parce que sinon les personnes vont être stigmatisées dans leur jeunesse, mais ça, c'est aberrant. Ce qu'il faut faire, c'est éduquer la société à ne pas stigmatiser la différence. Ça n'est pas accepter, effectivement, de lisser la différence au mépris des droits fondamentaux en faisant ce genre d'acte contre l'intégrité corporelle des personnes. C'est aberrant aujourd'hui que des enfants soient mutilés dès leur plus jeune âge. On parle de quelques jours, pour pouvoir effectivement se conformer à une certaine idée que nous avons de la répartition des genres de la société, parce qu'il n'y aurait soi-disant que des petits garçons et des petites filles, alors que on sait que la nature produit autre chose que des petits garçons, des petites filles. Donc la critique qui est faite à cette admission de la différence consiste toujours à dire oui, troisième sexe, c'est une mode, c'est machin, sexe neutre, c'est bidon, c'est encore un délire LGBTQIA, c'est une fiction, mais c'est en fait le reste de la population qui vit dans la fiction. C'est une fiction de considérer qu'il n'y a que des petits garçons, que des petites filles, parce que là on présente effectivement des personnes qui pour l'immense majorité se développent dans une identité de genre masculine ou féminine, mais dont les caractéristiques, encore une fois, sexuelles, primaires et secondaires, ne sont pas des caractéristiques de petits garçons ou de petites filles. Donc la réalité est là, et c'est au contraire un délire, c'est au contraire une aberration et c'est un fantasme que de refuser et de nier leur existence. Donc c'est pour ça qu'on essaye de se battre. Et tu dis et c'est pour les souffrances de ces personnes. Que cette intervention comme avocat de ces personnes t'a amené à investir un rôle plus politique, plus de lobbying. Et tu dis comme le doit être naturellement le métier d'avocat. Alors, je ne sais plus exactement quelle formule tu as utilisée, mais en tout cas, tu as investi le fait que ça faisait complètement partie de la robe d'avocat que de monter aussi sur une posture plus lobbyiste. Est-ce que pour toi ça a été évident ? Mais ce qui est évident pour moi, c'est de porter la parole de mes clients, quel que soit le lieu où je peux porter cette parole. Donc si on me reçoit effectivement pour porter cette parole dans une représentation nationale, une institution, je le fais avec grand plaisir. Surtout que là, c'est pas que j'ai le sentiment profond d'être dans le camp du bien, entre guillemets, mais là ça a du sens pour toi, quoi. Mais on est quand même sur une violation patente des droits fondamentaux des individus, avec un coût qui est absolument disproportionné, sans aucune justification sociale, autre que notre confort de pensée. Donc pour moi, c'est une injustice profonde qui est faite. Ça n'est pas... Je réfute le terme de lobbyiste ou de lobbying parce que c'est déjà très déconsidéré. C'est encore une fois, la notion de lobbying pour moi est quelque chose de plus organisé et de plus
professionnel. Donc non, je me contenterai. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que tu le fais de manière organisée et... Enfin, ce que je veux dire, je sais pas dans quelle mesure est-ce que ça s'inscrit avec des associations, avec... Enfin, tu vois, Bien sûr, non mais t'as raison de le poser comme ça, t'as tout à fait raison. Mais bon, voilà, non, j'essaye tout simplement de mobiliser au maximum pour l'intérêt de ces personnes, dans la mesure, encore une fois, de la confiance qu'elles me font aujourd'hui. C'est ce qui est tout à fait naturel pour un avocat, à mon sens, de le faire. Quand on essaye, encore une fois, quand on voit un avocat sur un plateau télé qui est interviewé, on sait bien que la justice ne se rend pas sur le plateau télé, hein, c'est pas la question, mais il vient tout simplement défendre l'intérêt de son client, dans le respect du secret professionnel, dans le respect de nos obligations déontologiques, de tout ce qui est évidemment nécessaire, et ce qui fait la colonne vertébrale de notre exercice. Benjamin vient de lever les yeux au ciel pour souligner ce discours absolument corporate qu'il vient de tenir. Mais j'y crois. Cela étant, j'y crois très fermement pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, et c'est un autre sujet éventuel, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ont la prétention ou l'appétence plus précisément à faire du droit, et que là, pour le coup, ce qui nous distingue vraiment, c'est la déonto. Donc on peut pas abandonner ça. J'y suis attentif, j'essaye vraiment d'être le plus confraternel possible. J'y tiens beaucoup, vraiment. Je ne supporte pas quand on a des confrères qui sont pas confraternels. C'est ce qui, pour moi, c'est ce qui tue beaucoup l'intérêt de notre métier au sein de notre propre métier. Donc, et tu disais tout à l'heure que, mine de rien, la clinique, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, qu'il y a des voix et de confrères aussi qui se sont élevés contre, alors, je suis ravie que le barreau de Paris ait fini par donner son blanc-seing, etc. Mais comment tu l'as vécu, ça ? D'une manière combative. Là aussi, j'étais persuadé que c'était... Manifestement, tu es quelqu'un de combatif. Hein. Bon, tu es avocat quand même. Mais... On l'est tous si on est avocat, exactement. Non, mais il faut savoir aussi apprécier le rapport de force. On va pas nécessairement combattre quand il n'y a aucune utilité ou aucune justification au combat. Non, bien sûr, j'ai eu des menaces de fermeture de la clinique. Encore aujourd'hui, les cliniques peuvent soulever des difficultés, parfois auprès de certaines institutions. Il y a un travail pédagogique de notre part à faire. La première fois que j'ai présenté à la clinique aussi, il faut dire que c'était pour moi, j'avais pas nécessairement posé les limites qui devaient être celles de la clinique. Donc il y a eu un travail d'aller-retour. J'ai beaucoup appris là aussi, pas seulement corporate, mais j'ai beaucoup appris de certains avocats qui ont eu la curiosité de me convoqué pour savoir ce qu'on devait penser de cette clinique, donc, et beaucoup de soutien aussi, c'est ça qui est important, beaucoup de soutien. Je dis vraiment très sincèrement, ça m'a construit, ça a déclenché beaucoup de choses. Si je me suis intéressé à la politique ordinale, entre guillemets, parce que c'est pas de la politique, mais aux institutions ordinales ou autres, c'est à partir de la clinique juridique. C'est aussi ça qui a fait que j'ai rencontré des personnes comme Valérie Duez-Ruf, par exemple, qui m'a elle-même dit « Va te présenter à l'ordre, il faut que tu ailles te défendre tes opinions en étant membre du Conseil de l'ordre. » J'en avais aucune idée, aucune ambition à ce moment-là. Donc c'est ça qui, pour moi, a transformé effectivement ma pratique et mon métier. Oui. Et donc, Conseil de l'ordre ? Et donc, Conseil de l'ordre, exactement, sur cette idée d'investissement de l'avocat dans la cité, qui pour moi me paraissait aller de soi au regard de ma pratique. Hein, en fait, c'était ma vie, c'était comme ça, et je voyais pas ce que je pouvais apporter ou ce que je pouvais défendre. Et c'est Valérie Duez-Ruf qui est venue me voir en me disant non, mais écoute, ce que tu fais, moi ça m'intéresse. Je pense que ça peut intéresser des confrères. Je pense que voilà, tu dois te présenter au Conseil de l'ordre, réfléchis-y, tu dois te présenter. Et tu t'es présenté en indépendant ? En indépendant, évidemment, avec des soutiens, évidemment aussi. Manifestement, mais en tout cas, tu n'étais pas porté par un syndicat Pas du tout, si ce n'est du soutien amical de certaines personnes. Je me souviens très bien avoir eu cette discussion avec Valérie qui m'avait dit « Présente-toi ». Elle me dit « Renseigne-toi, regarde comment ça marche ». J'ai regardé comment ça marchait, j'ai vu le nombre de voix qu'il fallait pour être élu membre du Conseil de l'ordre, et entre 2500 et un peu plus. J'ai regardé mon téléphone, j'ai regardé le nombre de contacts, j'ai regardé combien il y avait d'avocats dans ces contacts. Je me suis dit, c'est mort, il n'y a aucune chance. Aucune chance que je sois un jour élu membre du Conseil de l'ordre. Tu as été élu à ta première campagne ? À la première candidature, à la première campagne. Et alors, raconte-nous cette campagne, puisque tu es parti de 15 personnes dans ton téléphone. Non, je rigole. La meuf carrément insultante.
17 ou 20, soyons sympas. Allez, tu es parti de 20 électeurs dans ton téléphone. Et voilà, donc comment est-ce que tu as abordé cette campagne puisque manifestement, ça a été un franc succès. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui a fonctionné ? Je pourrais donner une réponse humaine et une réponse technique. La réponse humaine, elle est simple, c'est que j'y croyais vraiment. J'y croyais vraiment, et je croyais vraiment dans ce que je disais, ce que je défendais, et la volonté de changer et de faire évoluer les choses. Et j'y crois encore d'ailleurs. Maintenant, la réponse technique, c'est que bien sûr, tu t'organises, tu rencontres tous les confrères, tous les consoeurs, tu essayes effectivement de d'être sensible à leurs demandes, à leur parfois malaise dans la profession qui peut exister, à leur enthousiasme surtout dans la profession. C'est ça aussi qui est important, et t'essayes d'y répondre effectivement au regard de tes propres compétences, parce que tu vas pas inventer un intérêt pour les nouvelles technologies si tu t'es jamais intéressé toi-même aux nouvelles technologies, si tu parles effectivement de LegalTech, si tu parles toi-même de digitalisation de la profession, effectivement ça va mal passer. Donc il faut que tu saches que tu parles plus effectivement de numérisation, tu vois. Par exemple, il y a des terrains sur lesquels j'ai jamais eu la prétention d'intervenir, la notion de secret professionnel dans l'enquête pénale ou de perquisition des cabinets d'avocats, ça n'est pas ma pratique. J'ai une compétence là-dessus en tant que MCO parce que j'ai vu passer des choses, et en tant qu'universitaire, mais c'est rien par rapport à ceux qui le pratiquent au quotidien. Donc je me suis jamais permis effectivement d'évoquer ça avec des confrères, des consoeurs, ou sur d'autres sujets sur lesquels je ne suis pas compétent. Bon, il se trouve que les sujets sur lesquels j'avais la prétention de vouloir m'investir sont des sujets qui intéressaient beaucoup les avocats, et je pense que c'est ça qui a marché. Et donc c'était quoi ? C'était effectivement l'avocat dans la cité, l'engagement bénévole, la cohérence de la profession, la volonté de s'investir et de renouveler en même temps la profession, la reconnaissance de l'aspect un peu professionnel de la profession, c'est-à-dire pas seulement sa vocation sacrificielle, c'est-à-dire de dire voilà, il faut apprendre à faire des business plans, il faut augmenter la formation sur ces aspects, et puis effectivement les LegalTech, puisque j'avais une appétence pour ça, qui pour moi n'est que le début de la transformation de la profession, ce que tout le monde sait d'ailleurs, ce que tout le monde ressent. À l'époque, c'était un peu plus précoce de parler de ça dans ces campagnes. Parce qu'on est quand tu te présentes ? 2015, je crois. 2015, si mes souvenirs sont... Mais t'avais pas été élue Miss Clifford ? Non, pas du tout. À l'époque, le Miss Clifford de mon année, c'était Pierre Hoffman. Ah oui, mais tu sais que je pense que je t'ai fait pitcher parce que moi, en 2015... Je crois que j'étais stagiaire chez Clifford Chance de juillet à décembre. Ah non, alors je me souviens très bien de mon passage chez Miss Clifford, j'en attendais chez Clifford, voilà. De mon passage chez Miss Clifford. Oui, exactement. J'en attendais beaucoup. Maintenant, on attend tous Miss Clifford. On sait bien que tout et toutes les Miss Clifford ont toujours été élues du premier coup, donc on espère beaucoup quand on est candidat à cela. Et je me souviens très bien, j'avais préparé un pitch, j'étais remonté comme un coco. Mais t'avais fait un truc autour de pitch show, un truc comme ça, non ? ça c'était facile. Non, mais ça c'était partout, ouais. Non, j'avais fait que là pour le coup. Ok. Mais ça c'était facile. Mais non, c'est surtout que je me souviens très bien comme quoi, là aussi c'est une leçon entre guillemets d'éloquence, de style ou de n'importe quoi. Au moment où je suis monté sur l'estrade, mon pied a touché l'estrade et j'ai failli me vautrer devant tout le monde. Donc ça a complètement tu vois, je ne m'en souviens pas du tout. Moi je m'en souviens comme si c'était hier, en me disant, et là c'est ce moment-là où on essaye effectivement de faire bonne figure, mais dans ma tête je me suis dit c'était mort. Donc voilà. Non, et puis Pierre, perte de toute crédibilité. Exactement. Non, c'était Pierre Hoffman et qui avait été élu avec son binôme, et non, c'était un très beau Miss Clifford. Pierre, on avait fait la campagne ensemble, on avait un groupe de campagne qui était très soudé, ça aussi ça compte évidemment pour la campagne. Donc c'était très chouette, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là aussi, le succès n'est jamais individuel. Pardon, la campagne a marché parce que j'étais dans un groupe. Faut dire aussi la vérité, la campagne, alors, je sais pas là non plus pour lui tresser des couronnes de laurier systématiquement. La campagne a marché parce que j'avais ma collaboratrice derrière qui était aussi en train de bosser comme une dingue. Mais c'est bien, la reconnaissance, le nombre de collaborateurs qui regrettent le manque de reconnaissance de la part de leur patron. Eh bien, écoute, tu compenses. En tout cas, tu compenses pas pour toute la profession, mais en tout cas. Non, mais c'est normal. En tout cas, tu en fais preuve à l'égard de ta collaboratrice, et donc c'est plutôt porteur d'espoir pour les autres. Écoute, c'est très gentil, c'est normal. Moi, je trouve ça normal quand pendant 3 ans, effectivement, toi-même, t'es aux réunions du conseil de l'ordre tout le temps, tu
Tu vas faire là aussi des conférences, des rencontres, défendre le point de vue ordinal ou des audiences ou même des prestations de serment. Un des plus beaux exercices du mandat de conseil de l'ordre, c'est la prestation de serment, c'est génialissime. Mais que tu y passes ton après-midi, voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au cabinet et qui bosse les dossiers. Donc même si tu les revois, même si toi-même tu vas passer tes week-ends et tes soirées sur les dossiers, il faut quand même qu'il y ait eu un premier travail qui a été réalisé, et c'est elle qui l'a réalisé. J'aurais jamais pu être membre du conseil de l'ordre sans ma collaboratrice, ouais, c'est évident. Et donc tu es élu, comment ce mandat, 3 ans, qu'est-ce que... à l'issue de ces 3 ans, de quoi est-ce que tu étais le plus fier? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Il y a beaucoup de choses dont on est fier, il y a beaucoup de choses alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses dont on est entre guillemets pas fier, mais des choses l'on aurait aimé développer. 3 ans, ça passe tellement vite. Quand on a la multitude des tâches entre guillemets administratives, déontologiques à gérer, qui sont les tâches quotidiennes, mais qui en réalité sont là aussi le cœur de la raison d'être de l'ordre. Les confrères, ce qu'ils attendent, c'est que quand ils ont un problème de contradictoire, quand ils veulent s'inscrire, quand ils veulent changer leur structure, ils aient une réponse immédiatement. C'est ça qui les intéresse le plus. Donc on est là au cœur du truc, et effectivement après on peut rajouter de la prospective, de l'accessoire, des legal tech, de l'engagement dans la cité, des choses comme ça. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans mon mandat, c'est le caractère entre guillemets crescendo du mandat, où on s'investit au début un peu par curiosité sur certaines missions qu'on réalise au mieux évidemment, mais dans un éparpillement, et puis au fur et à mesure du mandat, on concentre vraiment sur ce qu'on aime faire et sur ce qu'on aime faire à l'ordre. Et ma 3e année, j'ai passé effectivement sur les sujets de diversité, d'égalité, de collaboration. On a créé des trucs, notamment avec Valence Borgia, sous la responsabilité de Marie-Aimée Perron, des référents collaborateurs, des choses comme ça. C'est génial. La lutte contre le harcèlement, c'est génial, et en même temps c'est très triste parce que... Ça veut dire que ça existe. Voilà, exactement. Si ça existe, c'est qu'on a un problème. Et la défense là, des collaborations, des collaborateurs et des collaboratrices, ça n'est qu'un début, parce qu'il faut en faire, parce que c'est le signe d'une profession qui est parfois en souffrance aussi, qu'il faut reconnaître dans sa souffrance, qu'il faut, là aussi, on ne va pas pathologiser, qu'il y a une super profession, qu'il faut reconnaître dans son enthousiasme et dans ses qualités. Mais il y a aussi ce côté sombre, ou ce côté parfois un peu difficile, qu'on n'a pas à imposer à des collaborateurs, à des collaboratrices, et il faut se battre pour ça. On ne peut pas imaginer encore qu'il y ait des personnes qui soient harcelées dans les cabinets d'avocats. On ne peut pas imaginer que notre profession n'avance pas sur les sujets d'égalité, de diversité. J'étais très fier qu'on s'investisse pour faire avec Maxime Epler, par exemple, pour la première fois, un petit déjeuner lors de la journée de lutte contre les violences homophobes, les violences effectivement aux personnes homosexuelles. C'est pas possible qu'on n'avance pas là-dessus. J'étais très fier avec Clotilde Petit, grâce à d'autres confrères et consoeurs, de créer une commission handicap. Voilà, c'est pas possible aujourd'hui. Il y a des confrères et des consoeurs qui sont des confrères et des consoeurs qui sont effectivement handicapés, qui ne peuvent simplement pas accéder au palais de justice. La visite du palais de justice, effectivement, en disant voilà, le nouveau palais de justice n'est pas adapté parce que telle et telle raison, d'être avec des confrères et des consoeurs qui sont soit en fauteuil, soit aveugles, ça on peut pas le deviner. J'ai réuni la première réunion de la commission handicap. C'était à la maison du barreau, c'est vraiment débile. Pour sortir de l'ascenseur, il faut passer une marche. Voilà, donc consoeur en fauteuil qui me dit voilà, bon début pour la commission handicap, t'as même pas réalisé qu'il fallait passer une marche effectivement, et que je pourrais pas assister à la commission handicap que on a créée effectivement à ma demande, pas à ma demande, à ma sollicitation, parce qu'on a réalisé ça ensemble. Voilà, c'est le genre de choses, si vous n'êtes pas concerné, et si vous n'acceptez pas de transférer entre guillemets la parole aux personnes concernées et le pouvoir aux personnes concernées, si vous l'accaparez, ça marche pas. Donc on a essayé de faire des choses comme ça. C'est la même chose pour la collaboration, ou le harcèlement. C'est la possibilité de dire voilà, moi je suis membre du conseil de l'ordre, donc j'ai le pouvoir éventuellement d'essayer de faire changer les choses, même si c'est un conseil, même si c'est le bâtonnier, et Dieu sait que les bâtonniers ont été réceptifs et réceptives à ces sujets. Il faut effectivement partir de la parole de ces personnes, de leur ressenti. Ça me paraît assez important, et donc se mettre en retrait sur ces aspects. Et donc là, on a parlé des choses qui t'ont le plus plu, et notamment dans cette 3e année, mais tu as aussi évoqué furtivement, et donc je reviens dessus, les choses qui t'ont moins plu. Qu'est-ce qui t'a moins plu, Benjamin, dans ces 3 années?
Il y en a des choses qui ont moins plu, mais j'ai pas envie de... Sans bâcher. Non, c'est pas le fait de bâcher, c'est le fait de dire que en fait, c'est une aventure extraordinaire. Donc, il y a bien sûr des aspects qui sont négatifs. Il y a parfois une pesanteur, c'est difficile de convaincre tout le monde de sujets auxquels on croit, voilà, sur la diversité, sur l'égalité. Je peux pas dire que tous les membres du Conseil, à travers tous les âges, aient toujours été réceptifs à ça, mais c'est normal. C'est une institution aussi, pas politique dans le sens politicienne, mais c'est une institution qui rassemble des hommes et des femmes de convictions différentes, avec des priorités qui sont différentes. Bon, bah voilà, ça fait partie de la chose. Et puis ce qu'on n'aime pas, c'est la masse de travail. Ce qu'on n'aime pas, c'est que quand on essaye de communiquer, on a parfois des confrères et des consoeurs qui n'en voient pas l'intérêt, qui vous disent « Ah bah oui, super, merci, l'égalité, mais sinon, comment je fais moi pour payer mes charges ?» Ce qui est une réalité aussi, qu'il faut entendre. Donc voilà, je dis « Oui, les charges, c'est pas moi qui m'en occupe. Si tu as eu un problème en défense d'urgence, c'est pas moi le référent pénal, je connais pas. » Donc voilà. Donc voilà, les défauts font partie, sont la contrepartie indispensable, enfin pas indispensable, mais inévitable plus précisément des avantages. Il faut les accepter. Et moi, je suis ravi d'avoir été élu récemment membre du Conseil national des barreaux. Si j'avais pensé que les inconvénients étaient supérieurs aux avantages, je ne me serais pas présenté à ce scrutin. J'imagine. Et tu fais quoi au Conseil national des barreaux ? Alors, devine quoi, je m'occupe encore de collaboration. C'est très surprenant. Et puis j'ai demandé aussi à intégrer la commission droit et entreprise, qui est présidée par Marion Couffignal, justement, sur les aspects droit des affaires, évolution du droit des affaires, qui m'apparaissent importants. Il y a des gens qui sont très compétents sur l'égalité, sur la diversité, sur ces champs-là. T'as pas voulu te réinvestir sur ces terrains-là ? Non, pas nécessairement, pour des raisons liées au fait que d'autres personnes qui sont aussi compétentes le faisaient, et je trouvais ça très bien. Et puis je voulais profiter, entre guillemets, du mandat au Conseil national des barreaux pour faire un peu autre chose. Ouvrir les perspectives encore. Exactement. Et quand ça s'est terminé, ces 3 ans au Conseil de l'Ordre, donc tu as réinvesti ton cabinet, après 3 ans où tu étais investi, mais un petit peu moins parce que tu étais aussi investi ailleurs. Ça t'a fait quoi et ça s'est passé comment ? Et est-ce que tu as vu un changement dans ta pratique, même dans tes envies pour ton cabinet, Alors, ça a changé beaucoup de choses, oui, parce que déjà, en fait, on passe beaucoup de temps à l'ordre et tout d'un coup, on a beaucoup de temps à passer au cabinet. Donc oui, ça, c'est assez étrange. C'est assez étrange de faire son métier, en fait. Parce que je voudrais pas que l'ordre, le CNB ou toute autre institution devienne une sorte de spécialiste de la politique de la profession. C'est pas ça. On est avocat, on est avant tout avocat et on est là pour rendre service aux confrères et aux consoeurs. C'est essentiel. Donc voilà, on a un mandat, on le fait et puis après, on retombe dans ce qu'on fait, c'est-à-dire notre métier, je trouve ça très bien. On se réélève, plus précisément, on pourrait dire, dans notre métier d'avocat. Il n'en demeure pas moins que l'année post-mandat a été un peu compliquée pour moi. Tu reprends le cabinet, tu revois les choses, donc effectivement, il faut repartir, évidemment pas de zéro, mais il faut repartir, se réinventer. Tu gagnes une sorte de confort. Moi, j'ai gagné une sorte non pas de confort dans ma pratique, mais une sorte d'assise. Alors je sais pas si c'est le mandat au Conseil de l'Ordre ou le fait d'avoir pris 3 ans tout simplement qui fait que au bout d'un moment on est plus installé, on a plus de réflexes dans son métier, parce que j'ai toujours tendance en fait à non pas sortir de ma zone de confort, mais à vouloir effectivement avoir cette curiosité, comme tous, on est avocat, c'est normal. Et voilà, donc non, il y a ça. Et puis je suis revenu d'ailleurs seul au cabinet parce que ma collaboratrice était en congé maternité, donc ça a fait que effectivement j'ai vraiment dû reprendre la barque. Voilà, j'ai vraiment dû reprendre la barque complètement seul, donc ce qui est normal et ce qui est très bien, voilà. Ouais. Et se réinventer encore, et ça aussi c'est normal. Et ta réinvention à ce moment-là, elle a consisté en quoi ? Je sais pas, elle est en cours. Elle est en cours. Attends, parce que ça c'était. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. C'était il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Ouais, parce que 2015, donc 2016, 2018, c'est ça ? 2016, 2019. 31 décembre 2018.
2019 et 2020, voilà, ça fait 2 ans que je ne suis plus membre du conseil de l'ordre, Ok. exactement. Donc une réinvention encore en cours, Qui est on en va cours, dire. d'où l'association, d'où les questions autour de la communication, effectivement, du site internet à refaire. Voilà, c'est l'activité de l'avocat, en fait. Hein. Voilà, Ouais. retrouver ses dossiers, retrouver ses clients, ce qui est super chouette. Enfin, on les abandonne pas, hein, évidemment, je caricature, mais d'être à 100% là-dedans, ce qui est très chouette, bien Mm. sûr. Et Et retrouver la fac aussi, puisque j'avais pris une disponibilité de l'université. Pendant 3 ans, je m'étais tenu loin des amphis, parce que je pouvais plus cumuler. Il y a un moment, il faut être réaliste. Donc l'année dernière, j'ai décidé de retourner aussi à l'université, ce qui est très chouette. ouais. Voilà, retrouver notre petite clinique, qui est brillamment dirigée par une collègue qui en a repris les rênes entre-temps, Sophie Molinier. Chouette. Voilà. Qu'est-ce que c'est quoi si tu devais choisir tes 2 dossiers de préférence? Tu vois, alors si ton cabinet 2 dossiers que tu adores avoir pour ton cabinet ou que tu adores avoir pour ton cabinet. Tes dossiers chouchous, quoi. Mais il y a plein de dossiers chouchous, parce qu'en fait, tu as la différence entre les dossiers chouchous, les clients chouchous, Alors, les ok. résultats chouchous. Alors, très C'est bien. pas- Bah, c'est alors, pas la même on va chose. prendre selon cette Non, classification. non, non, mais il y a des dossiers qui sont plus emblématiques, entre guillemets, que d'autres de notre activité. Il y a des dossiers qu'on a choisis et sur lesquels on s'est investi parce qu'encore une fois, ils représentaient pour nous un champ d'investissement de notre, une transposition, enfin, comment dire, le prolongement de notre métier dans la cité. Voilà, les dossiers concernant les personnes intersexes, par exemple, c'est un choix. On essaye de prolonger un maximum. C'est très identitaire pour nous. Les recours, le recours qu'on avait fait pour permettre l'utilisation de l'écriture inclusive, c'est très identitaire. Mais ce dernier dossier est très désincarné. C'est du droit pur, entre guillemets. Donc, c'est pas la même chose que d'avoir un client qui s'effondre dans tes bras, qui te dit voilà, c'est atroce, il faut que vous me sauviez. C'est pas demain je vais plaider un truc d'enfant placé. Donc très droit des personnes, hein, finalement. La seule incursion qu'on fait, on fait jamais de mariage, divorce, choses comme ça. Mais au travers du droit de la responsabilité médicale, on en est venu effectivement à faire du droit des personnes vulnérables un peu. Voilà, donc ça c'est un dossier. Voilà. Tu me parles, le client a appelé 4 fois. L'audience est demain, il m'a saisi il y a 4 jours. C'est important ça comme avocat, quand on est avocat, c'est évident. Le dossier d'une... Enfin, il y a des dossiers que tu n'oublies pas, quoi. Le dossier de la... Enfin, excuse-moi, c'est un peu l'émotion qui vient, mais oui, les dossiers des personnes intersexes, un dossier qui est en cours d'une jeune femme qui est dans le coma après une péridurale pour son accouchement. Tu peux pas dire que ça n'est pas un dossier chouchou. Maintenant, c'est pas un dossier d'explosion de joie. Non, Mais c'est un mais dossier qui te tient à cœur comme c'est... avocat, auquel tu penses le soir, la nuit, Oui, quand tu te réveilles à 3 heures du matin, tu te dis, est-ce que je fais vraiment tout? Est-ce qu'on va réussir à le gagner? Ça, c'est notre métier à tous, hein. Ça va de celui qui est celle qui est harcelée, voilà, les défenses des violences faites aux femmes, on a quelques dossiers pour ça. Oui, ça nous pèse, ces violences. Donc là, on a des clients chouchous, on les accompagne, c'est évident. Mais c'est banal. Encore une fois, mais quelqu'un en qui se fait, fait expulser son logement ou un problème de vente d'immeuble, si tu fais du droit de l'immobilier, ben, ce sera la même chose. Tu dois accompagner ton client de la même manière. oui, mais moi je pose cette question pour toi et ton activité. Ouais. Et tu vois, t'as rebondi d'une certaine manière en évoquant ces différentes personnes et ces différentes causes qui te tiennent à cœur, et tu as rebondi avec émotion. Donc c'est quand même qu'il y a du chouchou, il y a toujours cette ambivalence parce que quand c'est un mot qui laisse passer une notion de plaisir sur des dossiers qui sont bien évidemment intrinsèquement difficiles pour les personnes concernées. Donc ça paraît presque déplacé, mais toi en tant qu'avocate, tu y trouves du sens, et donc j'imagine du plaisir enfin, je veux dire, ça fait partie, j'imagine, des raisons pour lesquelles tu portes la robe, et tu la portes que tu es bien dans ta robe, tu vois, d'une certaine manière. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Mais enfin, pour moi, c'est effectivement le sens du métier d'une certaine manière. Tu m'as demandé pourquoi j'avais pas
posé ma candidature aussi dans un cabinet qui faisait que du droit des affaires en fusion-acquisition, au-delà du fait que, encore une fois, même mes compétences étaient non seulement limitées, mais elles étaient devenues caduques. Parce que j'essaye effectivement de trouver un sens là-dessus. Alors, bien sûr qu'il y en a quand on fait des FUSAC, la question ne se pose pas, mais cette empathie et cette volonté d'agir un peu d'une certaine manière sur la société et cet engagement dans la cité, pour moi, sont essentiels et sont consubstantiels plus précisément de mon métier d'avocat. C'est pour ça, effectivement, que parfois, on va défendre des dossiers qui ne sont pas exactement dans le cœur de notre compétence, mais sur lesquels on essaye de se former, de se renseigner, parce que c'est un dossier, une personne qui me touche, ce que je considère comme une injustice, qu'on essaie de réparer ou pour lesquels on essaie d'avancer. Après, comme tout avocat, hein, je veux dire, on est bien conscient que la version de son client n'est pas toujours la version la plus rigoureuse, mais c'est pas grave. On a des dossiers, voilà, les dossiers chouchous, c'est ceux qu'on va défendre parce que qui sont d'une certaine manière superflus, voilà, superflus pour l'aspect entreprise du cabinet, mais qui sont ceux sur lesquels on choisit d'aller parce que ça nous paraît indispensable. Dossier chouchou, là en ce moment, on commence à être saisi pour des personnes personnes transidentitaires en prison. Voilà, la prison c'est pas du tout mon truc, je connais pas, je suis pas pénaliste. C'est pas mon univers. Quand on a des dossiers comme ça, on les envoie toujours à des confrères et des consoeurs, ce qui est normal. Et sur le volet pénitentiaire, maintenant, on travaille avec des amis qui sont compétents et compétentes. Mais sur l'aspect droit des personnes, changement d'état civil, voilà, on découvre. Moi, je découvre. Je le savais intellectuellement parce que j'avais lu Delphine Boiselle, parce que j'avais lu les rapports de l'OIP, parce que machin. Mais entre le découvrir intellectuellement et être saisi par un client, il y a une différence. Donc, quand vous avez un client ou une cliente en l'occurrence qui vous écrit pour dire voilà, moi je veux un changement d'état civil et un changement de prénom, oui, en ce moment là, depuis 2 semaines, ça me traîne un peu dans la tête, oui. Voilà. Ouais. Et voilà, ça fait partie du métier, c'est des dossiers à l'AJ, c'est des machins, c'est des trucs, c'est tout à fait normal, hein, c'est notre métier. Mais oui, j'y pense plutôt en ce moment en me disant voilà, comment on va pouvoir faire pour changer les choses. Voilà, on a des dossiers de médecins aussi qui sont poursuivis pour des raisons, pour avoir accepté de délivrer des médicaments conformément aux protocoles internationaux de soins, hein, pour les personnes trans, mais qui sont poursuivis en France parce que les référentiels français sont trop anciens. Ils datent de 2009 ou 2011. Donc voilà, tout le monde entier a évolué. En France, on est resté à ces protocoles. Donc oui, ça me traîne un peu dans l'esprit. Oui, c'est un peu chouchou de ce point de vue-là. Voilà. Ouais. Je te poserai donc pas la question de comment est-ce que tu te projettes dans ton exercice parce que j'ai compris que c'était en plein chantier. Écoute, non, mais je me projette dans mon exercice. Voilà, le projet immédiat, là, voilà, c'est l'association. C'est l'association. Ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment le projet qui nous occupe en ce moment, d'organiser ça d'une manière intelligente et satisfaisante, de trouver un ADN commun. Ça change beaucoup de choses, hein, d'être associé. J'allais te demander comment tu abordes ce projet d'association, justement par rapport au changement que ça va impliquer entre vous dans votre relation, enfin toutes ces questions qui se posent. Comment est-ce que tu l'abordes et comment... Il y a plein de questions, effectivement, des questions auxquelles que je ne me pose pas encore aujourd'hui, qu'on va découvrir évidemment au fur et à mesure. Mais s'il y a cette association, c'est aussi que l'évolution s'est déjà faite. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à quelqu'un du jour au lendemain, tiens, t'es collaboratrice, tu deviens associée. C'est aussi parce que elle-même est devenue de plus en plus associée qu'au bout d'un moment, il faut acter la réalité factuelle de la chose. Et c'est aussi parce que d'une certaine manière, elle n'est pas complètement associée aujourd'hui non plus, qu'il faut acter du fait que voilà, il y a des choses qui vont changer. Donc moi, je me suis jamais posé la question de savoir si quand je communiquais, si je devais engager le cabinet ou pas le cabinet, puisque le cabinet c'était moi. Ça allait finalement d'une manière assez cohérente avec ce qu'on se disait tout à l'heure, à savoir que voilà, j'avais une volonté de m'installer. Donc aujourd'hui, c'est mon exercice, même si encore une fois, je dois énormément à Mila, que ce soit sur les dossiers ou sur la qualité du travail. Mais quand je prends la parole, que ce soit à l'ordre ou que ce soit avec le poids très relatif que ça peut avoir, hein, mais que ce soit sur Twitter ou ailleurs, c'est moi. Dorénavant, ce sera aussi, non pas avec la validation de Mila, mais d'un commun accord avec Mila, parce que ce sera la parole du cabinet. Ça aussi, ça compte, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, tout simplement, reconnaître à la fois ses compétences, son autonomie, ses souhaits aussi. Elle voudrait beaucoup... elle commence à développer une activité un peu en droit de l'environnement et santé publique. Donc, c'est son activité, c'est son domaine, c'est très chouette.
Donc l'encourager pour ça aussi. Donc voilà, ça va changer, oui, beaucoup de choses, oui. C'est clair. Quelle est ta dernière joie? Ouf, d'être venu ici en vélo et qu'il pleuve pas. Moi, je trouve ça déjà assez génial. Non, mais très sérieusement, maintenant, la dernière joie professionnelle, au-delà effectivement de l'accord que j'ai eu de Mila pour qu'on s'associe, je lui ai fait une demande sur des dossiers. Non, je suis très content récemment. C'est trop beau comme manière de dire les choses. Je lui ai fait une demande. On dirait que tu t'es mis à genoux avec un solitaire. Alors non, et ça ce serait vraiment très creepy, je crois qu'on est assez d'accord, ce serait très 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 inquiétant. Non mais oui, non, c'est moi qui lui ai proposé. Non C'est mais moi qui cela lui ai dit, proposé. je crois que c'était Valérie Jazz Ruff dont tu as parlé parce que c'est une ancienne de ma double maîtrise en fait. D'accord. Et donc, je l'avais rencontrée, mais en 2012 ou 2013, tu vois, avec l'association du master. Et elle était dans des aléas d'association. Et je me souviens qu'elle avait dit, vous savez, une association, c'est encore plus difficile qu'un mariage. Donc, tu vois, là, cette comparaison creepy avec le solitaire, tu vois, d'une certaine manière. C'est vrai. Non, il y en a plein des dernières joies, les dernières joies pro. Alors, il y a des dernières joies perso, mais je vais les garder pour moi. Les dernières joies pro, oui, c'est d'avoir tout simplement eu des décisions favorables dans certains dossiers qui me tenaient beaucoup à cœur. Un client qui est en train de divorcer, pour lequel ça se passe, c'est un peu compliqué, et qui m'a confié l'aspect corporate, entre guillemets, des conséquences de son divorce. Donc je suis content d'avoir eu un succès pour corporate ça. Du divorce. Ils étaient associés, ils sont associés. Donc forcément il y a des implications. Je suis ravi pour lui. Bien sûr, ça transporte quand tu arrives à obtenir ça. J'espère demain avoir une bonne décision du juge des enfants. Voilà, ce sera une joie. On croise les doigts. Et dernière question avant que tu puisses rappeler ce client qui t'a donc beaucoup appelé pendant notre échange. Qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Alors, en tout cas, pas un sexe, puisqu'on sait que la robe n'a pas de sexe. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Ah non, mais là, tu as répondu ce que tu ne portais pas. C'est déjà pas mal. Attends, chacun porte ce qu'il veut. L'important, c'est effectivement les limites à ne pas dépasser. C'est ce qu'on ne doit pas porter. J'ai pas de gris-gris. La robe, pour moi, est déjà un gris-gris. C'est la robe qui m'a été achetée par mes parents. Je trouve ça, c'est évidemment extraordinairement fort. Donc, c'est déjà en soi-même un gris-gris. Voilà. Bon, tu t'échappes de cette question, Benjamin, mais j'ai envie d'être gentille avec toi. Merci. Merci pour la commisération aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci pour l'entretien.